Le magnat découvre la gouvernante, protégeant son fils handicapé, et est horrifié en voyant la vérité. Le cri dans le jardin. Le hurlement déchira la quiétude de l'après-midi, un son aigu, hystérique et plein de venin, qui fit que l'air chaud devint soudain glacial. Il n'y eut ni avertissement ni parole préalable, juste l'explosion de violence sous l'ombre des glycines roses. « Lâche-le, tout de suite, sale bête !» hurla Isabelle, le visage défiguré par une rage qui lui ôtait toute sa prétendue élégance. Sa main, parfaitement manucurée, se referma comme une griffe de fer autour de l'avant-bras de Claire. Les ongles s'enfoncèrent dans la peau, cherchant à faire mal, cherchant le sang. Claire, dans son uniforme bleu impeccable et ses gants en caoutchouc jaune toujours aux mains, chancela en arrière, mais ses pieds se plantèrent dans la terre avec une fermeté qui naissait du pur instinct de survie. Non pas la sienne, mais celle de l'enfant. Claire ne lâcha pas le fauteuil roulant. Ses doigts gantés s'agrippaient au métal noir de l'accoudoir avec une telle force que ses jointures blanchissaient sous le latex. Son corps servait de bouclier humain, un mur fragile de chair et d'os, interposé entre la fureur de la belle-mère et le silence terrifié de Léo. « Madame, je vous en prie, vous lui faites mal !» supplia Claire d'une voix brisée par la peur, mais sans reculer d'un millimètre. Ses yeux, grands et sombres, étaient pleins de larmes. Non pas à cause de la douleur physique de la prise d'Isabelle, mais de l'angoisse de voir Léo se recroqueviller dans son fauteuil. Léo, le fils du patron, un adolescent de 14 ans qui semblait beaucoup plus petit en raison de l'atrophie de ses jambes et du poids d'une ancienne tristesse, ne disait rien. Il était pâle, sa peau presque transparente sous la lumière dorée du crépuscule. Ses mains tremblaient sur ses genoux immobiles. Ses yeux allaient d'une femme à l'autre, une balle de ping-pong dans une partie mortelle. Il voulait crier. Il voulait défendre la seule personne qui lui souriait dans ce froid manoir, mais la peur lui avait cousu la bouche. Isabelle tira à nouveau, cette fois avec plus de violence, secouant tout le corps de l'employé. « N'ose pas me dire ce que je fais avec ma famille, sale clocharde affamée !» cracha Isabelle, se penchant en avant, envahissant l'espace personnel de Claire avec son parfum cher, qui sentait maintenant le danger. « Je t'ai vu. J'ai vu ce que tu faisais. Tu es une voleuse et une abuseuse, n'est-ce pas ?» Claire, niant frénétiquement de la tête, sentait son bras brûler là où Isabelle le serrait. « J'étais juste en train de lui ajuster sa couverture. Il avait froid. Mensonge. » Isabelle lâcha un rire sec et cruel. « Il ne fait pas froid par ce temps. Tu le touchais. Tu mettais tes mains sales là où tu ne devais pas, cherchant à voler quelque chose à ce pauvre infirme qui ne peut pas se défendre. » Le mot infirme frappa Léo plus fort que n'importe quelle gifle. Le garçon baissa la tête, fixant le sol en dalle d'argile, souhaitant disparaître, souhaitant que la terre l'engloutisse. Claire vit ce geste. Elle vit l'âme de l'enfant se briser un peu plus, et cela lui donna une force inattendue. D'un mouvement brusque, Claire se dégagea de l'étreinte d'Isabelle. Ce fut un réflexe, un acte défensif, mais la maîtresse de maison le prit comme une déclaration de guerre. Claire recula d'un pas, respirant bruyamment, les mains levées en signe de paix, montrant les paumes jaunes en caoutchouc. « Ne me touchez pas, Madame Isabelle. Vous pouvez me crier dessus autant que vous voulez. Vous pouvez me licencier si ça vous chante, mais je ne vous laisserai pas vous approcher de Léo lorsqu'il est dans cet état, pas tant que je respirerai. » Le silence qui suivit cette phrase fut plus terrifiant que les cris. Isabelle resta immobile, redressant son dos. Elle passa sa main dans ses cheveux châtains, replaçant une mèche lâche dans sa coiffure parfaite. Son expression passa de la fureur rouge à une froideur calculatrice. Un petit sourire, presque imperceptible, courba ses lèvres. C'était le sourire du prédateur qui sait que sa proie est tombée dans le piège. « Ah !» murmura Isabelle d'une voix douce qui donnait la chair de poule. « Tu me défies, Claire, toi, une simple domestique que nous avons ramassée dans la rue. » Claire déglutit. Elle savait qu'elle avait commis une erreur fatale. Dans le monde des riches, les pauvres n'ont pas droit à la dignité et encore moins à la défense. Mais elle jeta un coup d'œil à Léo, qui l'observait avec un mélange de terreur et d'adoration, et elle sut qu'elle ne pouvait pas regretter. « Je protège juste l'enfant », dit Claire en baissant la voix. « Nous allons voir qui a besoin de protection maintenant », siffla Isabelle. À cet instant, le bruit de pas lourds sur le gravier de l'allée principale rompit l'atmosphère. C'étaient des pas d'autorité, des pas de cuir cher et de semelles fermes. Des pas que Claire connaissait par cœur et qui signifiaient habituellement la sécurité, mais qui résonnaient aujourd'hui comme une sentence. Alexandre était arrivé. Isabelle tourna la tête vers le son. En une fraction de seconde, son visage subit une métamorphose effrayante. La fureur disparut. L'arrogance s'évanouit.
Ses yeux s'emplirent instantanément de larmes artificielles. Ses épaules s'affaissèrent dans une posture de fragilité absolue. Elle porta une main à sa poitrine, simulant une tachycardie due à la peur. La scène était montée, et Claire, avec ses gants jaunes et son uniforme de travail, se tenait au centre de la scène, jouant le rôle de la méchante sans le savoir, le juge et la sentence. Alexandre s'arrêta à 5 mètres de la scène. Sa haute silhouette athlétique projetait une longue ombre sur le jardin. Il portait la veste de son costume accrochée à son épaule, sa chemise blanche retroussée et sa cravate défaite. Il avait le visage fatigué d'un homme qui avait passé 10 heures à négocier des fusions multimillionnaires, à faire face à des requins financiers, ne désirant qu'atteindre son havre de paix. Mais ce qu'il trouva n'était pas la paix. Ses yeux sombres scannèrent la situation avec la précision d'un laser. Il vit sa femme Isabelle trembler et sangloter en silence. Il vit son fils Léo, recroquevillé dans son fauteuil roulant comme s'il s'attendait à un coup. Et il vit Claire, la gouvernante, agitée, en sueur, la poitrine se soulevant et s'abaissant violemment, debout dans une position qui, de son angle, semblait menaçante. « Que diable se passe-t-il ici » demanda Alexandre. Il ne cria pas. Ce n'était pas nécessaire. Son ton de voix, grave et profond, vibra dans l'air avec l'autorité de celui qui n'admet aucune réplique. Isabelle n'attendit pas. Elle se précipita vers lui, courant ses quelques mètres avec un désespoir théâtral, et se jeta dans ses bras, enfouissant son visage dans sa chemise blanche. « Alexandre, Dieu merci tu es là », pleura Isabelle, s'assurant que ses larmes mouillent le tissu de sa poitrine. « J'ai eu tellement peur, mon amour, tellement peur. » Alexandre entoura instinctivement sa femme d'un bras, mais ses yeux ne quittèrent pas Claire. Son regard était un mélange de confusion et d'une déception croissante qui faisait plus mal que la haine. Peur. Peur de quoi, Isabelle? Explique-toi. Isabelle se sépara un peu, juste assez pour le regarder dans les yeux avec ses pupilles brillantes de pleurs fins. Elle pointa Claire d'un doigt tremblant, comme si la pointer lui causait une douleur physique. D'elle, Alexandre, de cette femme. Isabelle sanglota, prenant une inspiration pour dramatiser. Je suis sortie dans le jardin parce que j'ai entendu un bruit étrange, et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sur Léo. Le monde de Claire s'arrêta. Elle sentit le sang lui monter aux pieds. Elle voulut parler. Elle voulut crier que c'était un mensonge, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. « Sur Léo ?» répéta Alexandre en fronçant les sourcils, incapable de traiter l'image. Il regarda son fils. Léo gardait la tête baissée, incapable de soutenir le regard de son père. Alexandre interpréta ce silence comme de la honte, comme un traumatisme. « Claire, qu'est-ce que cela signifie ?» Elle était en train de tordre le bras de Léo, interrompit Isabelle en haussant le ton, couvrant toute tentative de défense de l'employé. Elle l'obligeait à lui dire où nous cachions le coffre-fort, et quand j'ai essayé de l'arrêter, elle s'est jetée sur moi. Regarde. Isabelle tendit son propre bras, où ironiquement la force qu'elle avait elle-même exercée en tirant Claire avait laissé une légère marque rouge sur sa peau sensible. Elle m'a attaqué, Alexandre. Cette sauvageonne m'a attaqué dans ma propre maison. Alexandre relâcha doucement sa femme et fit 2 pas vers Claire. La distance entre le patron et l'employé n'avait jamais semblé aussi abyssale qu'à cet instant. « Monsieur », commença Claire d'une voix mince comme un fil, joignant ses mains gantées dans un geste de supplique. « Monsieur Alexandre, je vous jure sur ma vie, sur la mémoire de ma mère, que ce n'est pas vrai. Tais-toi. » La voix d'Alexandre fut un coup de fouet. Claire ferma la bouche d'un coup, tremblant. Alexandre regarda Léo. Il avait besoin que son fils parle. Il avait besoin qu'il démente cette folie. Claire avait pris soin de Léo pendant 2 ans. C'était elle qui le faisait rire, qui lui cuisinait ce qu'il aimait. Cela n'avait aucun sens, mais le doute est un poison rapide. Et Isabelle l'avait injecté directement dans la veine. « Léo », dit Alexandre d'une voix plus douce mais tendue. « Mon fils, regarde-moi. » Léo leva lentement les yeux. Ils étaient pleins de panique. Derrière Alexandre, Isabelle le fixait, une main touchant discrètement la poche de sa robe. Léo connaissait ce geste. Il savait ce que cela signifiait. S'il parlait, s'il défendait Claire, les conséquences quand son père partirait travailler seraient terribles. Les vitamines spéciales, comme les appelait Isabelle, reviendraient. L'obscurité reviendrait. « Léo, Claire t'a fait mal ?» demanda Alexandre, désespéré d'obtenir une réponse. L'enfant trembla, regarda Claire en lui demandant pardon avec les yeux. Puis il regarda son père et, avec une douleur infinie, il secoua très légèrement la tête, un geste ambigu qu'Alexandre, dans son état d'agitation, ne sut interpréter. « Il est sous le choc, Alexandre. Ne le pousse pas !» cria Isabelle, reprenant le contrôle. « Regarde comme il tremble. Cette femme l'a terrorisé. Et regarde ceci.
Isabelle glissa la main dans la poche de Claire. Ce fut un mouvement rapide, de prestidigitateur. Claire, paralysée par l'autorité d'Alexandre, ne réagit pas à temps. Isabelle retira sa main triomphante. Dans ses doigts, elle tenait quelque chose de doré, la montre en or, la montre qui avait appartenu à la mère biologique de Léo, la relique la plus sacrée de la maison. Elle l'avait dans son tablier, cria Isabelle, montrant la preuve incriminatoire. Elle était en train de voler la montre de ta défunte épouse, Alexandre. Elle a profité du fait que Léo ne peut pas marcher pour la lui prendre, puis elle l'a maltraité pour qu'il ne parle pas. Alexandre regarda la montre brillant sous le soleil. Il ressentit une nausée profonde. Cet objet n'était pas seulement de l'or, c'était le souvenir de son premier amour, la mère de son fils. Le voir entre les mains d'Isabelle, prétendument sorti de l'uniforme de Claire, brisa quelque chose en lui. Le peu de doute qui lui restait s'évapora, remplacé par un dégoût froid et absolu. Il marcha vers Claire. Il n'y avait plus de colère explosive en lui, mais un mépris glacial qui était 1000 fois pire. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Claire pouvait sentir son eau de Cologne mélangée à la sueur du jour. Elle pouvait voir les veines palpiter dans son cou. « Je t'ai fait confiance », dit Alexandre à voix basse, chaque mot chargé d'une déception mortelle. « Je t'ai ouvert les portes de ma maison, je t'ai laissé prendre soin de ce que j'ai de plus sacré, et toi, tu es un monstre. » « Monsieur. » Elle l'a mis là. Claire pleurait ouvertement maintenant, de grosses larmes coulant sur ses joues, tombant sur l'uniforme. « C'est un piège. Assez. » Alexandre leva la main comme pour stopper le flot de mensonges. « Je ne veux pas entendre un seul mot de plus de ta sale bouche. Enlève ces gants. » Claire cligna des yeux, confuse par l'ordre. « Monsieur, enlève tes gants !» cria Alexandre, perdant son sang-froid pour la première fois. « Tu ne mérites de toucher rien dans cette maison. Va-t'en. Pars immédiatement avant que j'oublie que je suis un gentleman et que je te traîne dehors moi-même. » Alexandre tendit la main et d'un mouvement brusque, il attrapa les doigts du gant droit de Claire et tira. Le latex s'étira et claqua en se détachant, laissant la main nue, humble et travailleuse de Claire exposée à l'air. Ce fut un geste d'humiliation suprême. Il la dépouilla de son outil de travail, de sa dignité. « Tu as 2 minutes pour disparaître de ma vue », dit Alexandre, en jetant le gant au sol comme s'il s'agissait d'une ordure contaminée. « Si je te vois quand je rentre à la maison, j'appelle la police et je m'assure que tu pourrisses en prison pour vol et agression sur mineur. » Isabelle, derrière lui, serra Léo dans ses bras de manière possessive, souriant contre les cheveux de l'enfant, tout en regardant Claire avec un triomphe absolu. Elle avait gagné. La domestique était finie. Claire regarda sa main nue, regarda le gant par terre, regarda Alexandre, un homme bon aveuglé par une vipère, puis elle regarda Léo. L'enfant avait les yeux fermés, pleurant en silence. Quelque chose changea à l'intérieur de Claire. La peur de la prison, la peur du chômage, la peur du pouvoir du magnat, tout cela était toujours là, mais fut dépassé par quelque chose de plus grand, une flamme d'indignation, une certitude morale. Elle ne partirait pas ainsi, pas en laissant l'enfant à la merci de cette femme. Si elle devait tomber, elle tomberait en se battant. Si elle devait aller en prison, elle y irait en criant la vérité. Claire leva les yeux, essuya ses larmes avec le dos de sa main nue, redressa son dos, et pour la première fois regarda Alexandre non pas comme un patron, mais comme un homme aveugle qui avait besoin d'ouvrir les yeux de force. « Appelez la police, monsieur Alexandre », dit Claire. Sa voix ne tremblait plus, elle était dure, comme une pierre de rivière. « Appelez-les, qu'ils viennent. Mais je ne bougerai pas d'ici avant que vous ne voyiez ce que votre épouse cache dans sa main droite derrière son dos. » Le jardin devint silencieux, comme un tombeau. Alexandre s'arrêta net. Isabelle cessa de sourire, le doute corrosif. Le défi de Claire flotta dans l'air chaud de l'après-midi, lourd et toxique. « Regardez ce que votre épouse cache dans sa main droite. » La phrase ne fut pas un cri, ce fut une sentence. Et face aux sentences, les coupables ont tendance à trembler, même intérieurement. Alexandre, qui un instant auparavant était prêt à traîner l'employé hors de sa propriété, s'arrêta. Sa respiration était haletante. Le nœud de sa cravate défaite le serrait comme une corde fantôme. Il regarda Claire. Il vit une femme brisée, sans gants, l'uniforme taché de terre et de larmes, mais avec un regard de feu qui ne correspondait pas au profil d'une voleuse. Les voleurs fuient. Les voleurs baissent les yeux. Les voleurs n'exigent pas d'être fouillés ni ne défient la maîtresse de maison avec cette fermeté suicidaire. Lentement, comme si son cou pesait des tonnes, Alexandre tourna la tête vers Isabelle. Elle n'avait pas bougé, mais sa posture avait changé imperceptiblement. Elle n'était plus la victime fragile qui s'effondrait en quête de réconfort. Elle était maintenant rigide,
tendue comme une corde de violon sur le point de se rompre. Sa main droite était effectivement cachée derrière les plis de sa jupe grise de couturier, serrée contre le bas de son dos, hors de vue. Quelle stupidité est-ce là? Lâcha Isabelle avec un rire nerveux qui sonna trop aigu, trop cassant. Alexandre, s'il te plaît, vas-tu tomber dans le piège de cette déséquilibrée? Elle essaye de gagner du temps. Elle essaye de te distraire du fait qu'elle avait la montre de ta mère dans sa poche. Isabelle fit un pas vers lui, essayant de réduire la distance, essayant d'utiliser sa proximité physique, son parfum, son toucher, pour obscurcir le jugement de son mari. Elle leva sa main gauche, la libre, pour lui caresser la joue. « Mon amour, regarde l'état de Léo », murmura-t-elle en désignant l'enfant d'un geste théâtral de douleur. « Le pauvre est terrorisé par les cris de cette femme. Sors-la d'ici. Appelle la sécurité. Ne lui donne pas le plaisir de continuer ce cirque. Fais-le pour ton fils. » Alexandre regarda Léo. Le garçon était toujours immobile dans son fauteuil roulant, mais quelque chose dans le regard de son père fit réagir Léo. L'enfant ne regardait pas Claire avec peur, non. Ses grands yeux sombres étaient fixés sur Alexandre, et il n'y avait pas de terreur envers la domestique, mais une supplique muette, désespérée. Léo essayait de lui dire quelque chose avec son regard, quelque chose que sa bouche, scellée par des mois de manipulation psychologique, n'osait pas prononcer. Alexandre sentit un frisson. C'était un homme d'affaires, un expert pour lire les gens aux tables de négociation. Il savait détecter quand quelqu'un mentait sur un contrat. Comment était-il possible qu'il ne puisse pas lire ce qui se passait dans son propre jardin? Mais le doute, cette petite graine que Claire avait plantée, commença à prendre des racines violentes. Il se souvint des dernières semaines. Il se souvint que Léo dormait toujours quand il rentrait du travail. Il se souvint des fois où Isabelle lui disait « Ne le dérange pas, chérie. Il a eu une journée difficile aujourd'hui et je lui ai donné ses vitamines pour qu'il se repose. » Il se souvint de la pâleur de son fils, de l'apathie, du manque d'appétit que les médecins attribuaient à la dépression due à sa condition. Et si ce n'était pas la dépression? Alexandre fit un pas en arrière, s'éloignant de la caresse d'Isabelle. La main d'elle resta suspendue en l'air, rejetée. « Montre-moi ta main », dit Alexandre. Sa voix sonna rauque, méconnaissable. Le visage d'Isabelle pâlit sous le maquillage parfait. Ses yeux brillèrent d'un mélange de panique et de fureur contenue. « Quoi ?» demanda-t-elle, feignant de ne pas avoir compris. « Que tu me montres ta main droite, Isabelle, celle que tu caches derrière ton dos. C'est inouï !» explosa-t-elle, changeant de tactique, passant de la séduction à l'indignation offensée. Elle recula de 2 pas, mettant de la distance entre eux. « Tu es en train de me fouiller, moi, ta femme. Tu vas faire passer la parole d'une domestique ignorante, une voleuse que nous venons d'attraper, au-dessus de ma dignité? Alexandre, tu m'humilies. La seule qui s'humilie, c'est toi. Si tu ne me montres pas ce que tu as là, » intervint Claire. Sa voix était ferme, bien que ses jambes tremblassent. Elle savait qu'elle jouait sa vie. Si Isabelle parvenait à jeter ce qu'elle avait dans sa main, si elle parvenait à le cacher dans les buissons, Claire irait en prison et Léo serait condamné. Elle ne pouvait pas le permettre. « Lâchez-le, madame. Laissez monsieur voir comment vous prenez soin de l'enfant. »« Tais-toi, insolente !» cria Isabelle en se tournant vers Claire avec une violence qui fit cligner des yeux Alexandre. Ce n'était pas la femme douce qu'il avait épousée. C'était une bête acculée. « Isabelle !» La voix d'Alexandre monta en volume, tonnant dans le jardin. « Assez. Je ne le répéterai pas. Montre-moi ta main. Maintenant. » Le silence retomba, lourd comme une dalle. Les oiseaux semblaient avoir fui le jardin. On n'entendait que la respiration allaitante de Léo, qui avait commencé à pleurer en silence, de grosses larmes coulant sur ses joues pâles. Isabelle regarda son mari. Elle vit que le doute s'était transformé en suspicion. Elle vit que le rôle de victime ne fonctionnait plus. Son esprit calculateur travailla à 1000 à l'heure. Elle avait besoin d'une sortie. Elle avait besoin de se débarrasser de la preuve. « Très bien », dit Isabelle d'une voix glaciale, relevant le menton avec arrogance. « Si tu te méfies autant de moi, si tu préfères croire la domesticité, alors je m'en vais. Je ne vais pas rester ici pour être insulté. Je vais dans ma chambre et je fais mes valises. » Clairement, ce mariage était une erreur s'il n'y a pas de confiance. Isabelle fit brusquement demi-tour, essayant de marcher vers la maison, gardant sa main droite cachée contre le côté de son corps, protégée par l'angle de sa propre hanche. Ce fut un mouvement intelligent. Ce fut un coup d'échec conçu pour faire sentir coupable Alexandre et en même temps lui donner l'occasion de jeter l'objet dans la première toilette qu'elle trouverait. Mais Claire n'était pas une pièce d'échec. Claire était une mère dans l'âme, et les mères ne laissent pas le loup s'échapper. « Ne la laissez pas partir !» cria Claire, brisant le protocole.
brisant les règles, brisant tout. Si elle entre dans la maison, elle va le jeter. « Monsieur, arrêtez-la !» Alexandre ne réfléchit pas, il agit. L'instinct paternel, celui qui avait été endormi sous des couches de travail et de stress, se réveilla d'un coup face à l'urgence dans la voix de l'employé. « Isabelle, arrête-toi !» ordonna-t-il. Isabelle ne s'arrêta pas. Elle accéléra le pas, ses talons frappant la pierre de l'allée avec urgence. Alexandre courut. Ce furent 3 longues enjambées puissantes. Il rattrapa sa femme juste avant qu'elle n'atteigne l'arche de fleurs qui séparait le jardin de la terrasse. Il l'attrapa par le bras gauche, l'obligeant à se retourner. « Je t'ai dit de t'arrêter. »« Lâche-moi, tu me fais mal !» cria Isabelle en se débattant, se tordant comme un serpent piégé. « Montre-moi ta main !» rugit Alexandre. La scène était grotesque, le magnate élégant se débattant avec sa femme au milieu d'un jardin de rêve. La façade de la famille parfaite s'écroulait en morceaux, brique par brique, cri par cri. Et au centre de tout, la vérité luttait pour sortir. La vérité dans la paume de la main. La lutte dura à peine quelques secondes, mais elles parurent des heures. Isabelle se battait avec une force surprenante, une force née du désespoir pur. Elle donnait des coups de pied, essayant de marcher sur Alexandre, essayant de le mordre si nécessaire. Il n'y avait plus d'élégance, il n'y avait que la panique sauvage. « Non, tu n'as pas le droit !» criait-elle, le visage rougi, les veines du cou marquées. Alexandre, effrayé par la résistance de sa femme, sentit son cœur se glacer. Si elle n'avait rien à cacher, elle aurait ouvert la main il y a quelques minutes. Si elle était innocente, elle lui aurait donné une gifle et lui aurait montré la paume vide, mais elle luttait. Elle luttait comme si sa vie en dépendait. Et cela confirma la pire des peurs d'Alexandre. Claire avait raison. Avec un mélange de dégoût et de détermination, Alexandre attrapa le poignet droit d'Isabelle. Elle ferma le poing de toutes ses forces, ses jointures blanches, ses ongles s'enfonçant dans sa propre chair. « Ouvre-la !» cria-t-il, utilisant sa force supérieure pour l'immobiliser. « Tu es une brute, je te hais !» cracha Isabelle. Alexandre serra. Il ne voulait pas la blesser, mais il avait besoin de savoir. Il pressa les tendons du poignet d'elle, un point de pression qui força les doigts à céder. « Par Dieu, ouvre-la !» Les doigts d'Isabelle commencèrent à trembler. Sa résistance physique atteignit la limite. Avec un gémissement de frustration et de rage, sa main céda. Les doigts s'ouvrirent de manière spasmodique. Le temps sembla ralentir. De la paume en sueur d'Isabelle tombèrent 2 objets. Ils ne tombèrent pas rapidement. Ils semblèrent flotter dans l'air dense de l'après-midi avant de percuter les dalles de pierre de l'allée. Clac, cling. Le son fut minuscule, mais dans le silence soudain du jardin, il résonna comme un coup de canon. Tous regardèrent le sol. Là, brillant sous le soleil doré, il y avait une petite seringue, vide, l'aiguille encore humide d'une goutte transparente, et à côté d'elle, un petit flacon de verre de couleur ambre, sans étiquette commerciale, rempli d'un liquide trouble. Alexandre lâcha Isabelle, comme si elle brûlait. Il recula d'un pas, regardant les objets au sol avec des yeux écarquillés. Son esprit essayait de traiter ce qu'il voyait, essayant de chercher une explication logique, bénigne. « C'est de l'insuline », pensa-t-il absurdement. « C'est un médicament contre la migraine. » Mais Claire brisa la bulle de négation. Claire tomba à genoux, non pas devant ses patrons, mais devant la preuve, la pointant de sa main nue. « Voilà », sanglota Claire, la voix brisée par le soulagement et la douleur. « Voilà le sommeil de l'enfant Léo. » Alexandre leva les yeux vers Claire, stupéfait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda sa voix à peine un murmure. « C'est un sédatif, monsieur. »« Un sédatif pour chevaux ou pire ?» dit Claire sans cesser de regarder le flacon. « Je le sais parce que j'en ai trouvé un identique à la poubelle la semaine dernière. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté parler au téléphone, disant que la dose était suffisante pour le maintenir tranquille et sans déranger jusqu'à ce que vous reveniez de voyage. » Alexandre sentit le monde tourner. Il regarda Isabelle. Elle se tenait debout, se massant le poignet, respirant bruyamment. Son masque était tombé complètement. Il n'y avait plus de peur sur son visage, juste une froideur défensive, le regard de quelqu'un qui a été découvert et décide que cela ne vaut plus la peine de feindre. « Explique-toi » dit Alexandre. Il ne cria pas. Son ton était d'un calme mortel. Le calme avant l'ouragan, Isabelle ajusta sa robe, releva le menton. Si elle devait tomber, elle tomberait avec hauteur. « Tu exagères, Alexandre » dit-elle d'un ton de voix qui tentait de retrouver la normalité, comme s'il discutait du menu du dîner. C'est de la médecine naturelle, de l'homéopathie. Léo est un enfant très nerveux, très difficile. Il devient hystérique quand tu n'es pas là.
Je lui donne juste quelque chose pour le calmer, pour qu'il ne souffre pas. Je le fais pour lui. Pour lui? Alexandre regarda la seringue au sol. L'aiguille brillait d'une menace mortelle. Tu injectes de l'homéopathie à mon fils? C'est plus rapide ainsi, répondit-elle en haussant les épaules. Il crache les pilules. Ne me regarde pas comme ça. Tu n'es pas ici toute la journée. Tu n'as pas à supporter ses pleurnicheries, son silence dépressif. C'est épuisant, Alexandre. Je fais tout cela pour maintenir cette maison en paix pour toi. Mensonge. Le cri ne vint pas de Claire, il vint du fauteuil roulant. Alexandre et Isabelle se tournèrent brusquement. Léo, l'enfant qui chuchotait à peine, s'était propulsé en avant. Ses mains agrippaient les roues de son fauteuil avec une force nouvelle. Son visage était baigné de larmes, mais son expression était d'une rage pure, adolescente et douloureuse. « Léo !» murmura Alexandre. « Mensonge !» répéta Léo, la voix se brisant. « Ce n'est pas un médicament. Ça me donne des vertiges. Ça me fait oublier des choses. Ça me fait ne pas pouvoir bouger. » Le garçon commença à tirer sur la manche de son t-shirt beige. Avec des mouvements maladroits et désespérés, il remonta le tissu jusqu'à son épaule. « Regarde, papa !» cria Léo, tendant son bras mince vers Alexandre. « Regarde ce qu'elle me fait !» Alexandre marcha vers son fils comme un somnambule. Il s'agenouilla à côté du fauteuil. Ses yeux se fixèrent sur le bras de Léo. Ce qu'il vit lui brisa l'âme en 1000 morceaux irréparables. Le bras pâle de l'enfant était une carte de la douleur. Il y avait de vieilles ecchymoses, verdâtres et jaunâtres. Il y avait des marques de petites et cruelles pincées sur la partie intérieure du bras, là où la peau est plus sensible. Et il y avait des points rouges, des marques de piqûres. 1, 2, 3, 5 piqûres récentes. Alexandre toucha le bras de son fils avec des doigts tremblants. La peau était froide. Léo frissonna au contact, mais ne se retira pas. Il se laissa toucher par son père, cherchant protection. « Elle m'a dit que si je te le racontais, tu partirais pour toujours, » murmura Léo en regardant son père dans les yeux. « Elle m'a dit que tu voulais une belle épouse, pas un fils handicapé qui cause des problèmes. Elle m'a dit que si j'étais méchant, tu m'enverrais dans un internat où personne ne viendrait me voir. » Alexandre ferma les yeux. Une larme solitaire, chaude et lourde, s'échappa de ses paupières serrées. La douleur dans sa poitrine était physique, un infarctus émotionnel. Il avait été aveugle. Il avait été tellement occupé à construire un empire, à acheter ce manoir, à acheter ses robes pour Isabelle, croyant qu'il subvenait aux besoins de sa famille, qu'il avait laissé le loup entrer dans la bergerie. Il avait laissé son fils sans défense, face à un monstre déguisé en ange. Il ouvrit les yeux. Il n'y avait plus de larmes, seulement une obscurité terrible dans son regard. Il se leva lentement, tournant le dos à Léo et à Claire, et fit face à Isabelle. Isabelle recula. Pour la première fois, elle ressentit une vraie peur. Non pas la peur d'être découverte, mais une peur physique. Alexandre était un homme pacifique, mais le regard qu'il avait maintenant était celui d'un homme capable de tuer de ses propres mains. « Alexandre, attends, laisse-moi t'expliquer. L'enfant invente des choses. Tu sais comment est son imagination, » balbutia Isabelle, reculant jusqu'à se cogner contre une colonne de fleurs. « Non. » La voix d'Alexandre fut sèche, coupante. « Ne parle pas. Ne prononce plus jamais le nom de mon fils avec ta bouche. » Alexandre se baissa et ramassa la montre en or qu'Isabelle avait trouvée plus tôt dans la poche de Claire. Il la nettoya avec sa chemise, enlevant les empreintes de sa femme. Puis il marcha vers Claire. L'employé était toujours à genoux, épuisé par l'adrénaline. Alexandre lui tendit une main, non pas pour lui donner un ordre, non pas pour la pointer. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Lève-toi, Claire », dit-il d'une voix douce, la première fois qu'il utilisait ce ton avec elle depuis des années. « S'il te plaît, lève-toi. » Claire prit la main du magnat, sa main rude et travailleuse, contre la main douce et soignée de lui. Il la tira avec douceur, la remettant debout. « Pardonne-moi », dit Alexandre en la regardant dans les yeux, ignorant Isabelle qui observait la scène atterrée. « Pardonne-moi d'avoir été si aveugle. Pardonne-moi de t'avoir humilié alors que tu étais la seule à protéger mon sang. » Puis Alexandre se tourna vers Isabelle. Sa posture se redressa. Il sembla grandir de 10 centimètres. « C'est fini, Isabelle. »« Quoi ?» Elle cligna des yeux, incrédule. « Alexandre, tu ne peux pas être sérieux, pour un malentendu, pour les mensonges d'un enfant malade et d'une domestique. Je suis ta femme. Tu étais fois ma femme, corrigea-t-il, avançant vers elle pas à pas, l'obligeant à reculer vers la sortie du jardin. Maintenant tu es une étrangère. Et je veux que tu quittes ma maison immédiatement. »« Tu ne peux pas me chasser !» cria-t-elle, retrouvant son hystérie. « J'ai des droits, j'ai des avocats, c'est aussi ma maison. »
Cette maison est celle de mon fils, dit Alexandre avec une froideur glaciale. Et tu es le danger qui y vit. Tu as 5 minutes. Tu ne feras pas de valise. Tu ne prendras pas les bijoux que je t'ai achetés. Tu ne prendras pas la voiture. Tu partiras avec ce que tu portes et tu remercieras Dieu de ne pas te briser le cou moi-même. Alexandre, dehors. Le cri d'Alexandre fut si puissant que les fleurs des glycines semblèrent trembler. Isabelle regarda autour d'elle. Elle regarda Léo, qui l'observait avec un mélange de peur et d'espoir. Elle regarda Claire, qui se tenait à côté de l'enfant, la main sur l'épaule de Léo, reprenant sa place de protectrice, et elle regarda Alexandre, qui était un mur de pierre impénétrable. Elle savait qu'elle avait perdu. La partie était terminée. Avec un cri de frustration, Isabelle fit demi-tour et courut. Elle courut vers la maison, non pour faire ses valises, mais pour fuir le regard de jugement de cet homme. Mais Alexandre n'avait pas fini. « Claire », l'appela-t-il. « Oui, monsieur ?» « Appelle la police ?» dit Alexandre sans quitter des yeux le dos de sa femme qui fuyait. « Et appelle mon avocat. Je veux qu'il la dénonce pour maltraitance d'enfants et possession de substances illégales. Je vais m'assurer qu'elle ne s'approche d'aucun autre enfant de sa vie. » Claire acquiesça avec des larmes de justice dans les yeux. « Oui, monsieur. » Tout de suite. Alexandre s'agenouilla à nouveau à côté de Léo. Il serra son fils dans ses bras. Ce fut un câlin maladroit, désespéré, plein de culpabilité et d'amour. Léo s'accrocha au cou de son père et éclata en sanglots. Mais cette fois, c'étaient des larmes de libération. Le monstre était parti. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le mal était fait, et les blessures de l'âme mettent plus de temps à guérir que les ecchymoses de la peau. Alexandre regarda Claire par-dessus l'épaule de son fils. Il y avait de la gratitude dans ses yeux, mais aussi une question silencieuse. Comment allons-nous arranger cela maintenant? La véritable journée de rédemption venait de commencer. L'effondrement du royaume de cristal. Isabelle courut vers le manoir comme si des démons la poursuivaient, bien que le seul démon réel fût la vérité qui la talonnait. Ses talons résonnaient sur le marbre du vestibule, un son erratique et désespéré qui brisait le silence de mort de la maison. Il n'y avait plus de traces de la dame de la société qui organisait des thés de bienfaisance. Elle était maintenant une pilleuse dans sa propre maison. Elle monta l'escalier 2 par 2, trébuchant sur sa robe de couturier, maudissant entre ses dents avec des mots qui feraient rougir un marin. Elle fit irruption dans la chambre principale, ce sanctuaire de froideur et de luxe qu'elle partageait avec Alexandre, et se lança directement vers le dressing. Elle ne cherchait pas de vêtements. Elle cherchait le coffre-fort caché derrière le miroir. Avec des mains tremblantes, elle composa la combinaison. 1, 2, 3 tentatives échouées. La panique lui obscurcissait la vue. « Maudit soit! Ouvre, morceau de déchet !» cria-t-elle en frappant le panneau numérique du poing fermé. Finalement, la lumière verte clignota, et la porte en acier céda avec un claquement. Isabelle se jeta à l'intérieur. Elle ignora les documents, les titres de propriété, les contrats. Ses griffes allèrent directement aux étuis en velours et aux liasses de billets d'urgence qu'Alexandre gardait. Elle remplit ses poches, son décolleté, mit des colliers de diamants dans son sac à main sans prendre la peine de les fermer, agrippant les bijoux comme s'ils étaient des bouées de sauvetage dans un naufrage. « Est-ce la seule chose qui compte pour toi ?» La voix d'Alexandre la glaça. Il se tenait sur le seuil de la porte, les bras croisés, remplissant le cadre d'une présence menaçante. Il n'était pas agité, il ne criait pas. Il la regardait avec la curiosité scientifique de celui qui observe un cafard se tordre avant d'être écrasé. Isabelle se tourna, serrant le sac à main contre sa poitrine avec un collier de perles pende grotesque de sa bouche. « C'est mon argent !» siffla-t-elle en crachant les perles sur le sol. « Tu me le dois pour les années de jeunesse que j'ai perdues dans cette maison ennuyeuse, à m'occuper de ce fardeau de fils que tu as. Je l'ai mérité. » Alexandre entra lentement dans la pièce. Chacun de ses pas faisait reculer Isabelle jusqu'à ce qu'elle se cogne contre le mur. Il regarda le désordre, les tiroirs ouverts, les vêtements jetés, la cupidité nue et l'aide éparpillée sur le sol. « Je t'ai tout donné, » dit Alexandre avec un calme qui faisait plus peur que n'importe quel cri. « Je t'ai donné mon nom, ma maison, ma confiance. Et en retour, tu as torturé mon fils, tu l'as drogué, tu l'as frappé. C'était nécessaire, » cria-t-elle, les yeux exorbités. « Tu n'étais pas là. Tu n'avais pas à voir comment il me regardait. Cet enfant me déteste. Il me regardait comme si j'étais une intruse. Il fallait qu'il se taise, qu'il cesse d'être un fardeau. Le seul fardeau ici, c'était toi, » répondit Alexandre. À cet instant, le son des sirènes inonda l'entrée de la maison. Des lumières bleues et rouges commencèrent à danser sur les murs de la chambre, filtrant à travers les rideaux, peignant la scène d'une urgence policière. Isabelle courut vers la fenêtre.
Elle vit 2 voitures de police se garer brusquement sur le gravier. Elle vit les officiers descendre, armes à la main, alertés par la gravité de l'appel de Claire. Non. Isabelle se tourna vers Alexandre, son arrogance s'effondrant en une seconde. « Alexandre, s'il te plaît, tu ne peux pas les laisser m'emmener. Pense au scandale. Ta réputation, les actions de l'entreprise diront que ta femme est une criminelle. » Alexandre lâcha un rire sec, sans humour. « Ma réputation, je m'en fiche, Isabelle. Je préfère être la risée de la ville plutôt que de passer une seconde de plus à te protéger. » Les pas lourds des policiers montèrent l'escalier. Isabelle tenta de courir vers la salle de bain pour s'y enfermer, mais Alexandre lui bloqua le passage. Il ne la toucha pas, il se tint simplement devant elle, et son regard de mépris fut un mur infranchissable. « Mains en l'air, police !» cria un officier en entrant dans la pièce, pointant Isabelle. Elle lâcha le sac à main. Les bijoux tombèrent au sol avec un fracas ridicule. Collier d'or, bagues, liasses de billets, tout éparpillé à ses pieds. Un tapis de vanité inutile. « C'est une erreur !» pleura Isabelle, tandis que l'officier la tournait brusquement contre le mur pour la menotter. « Je suis la maîtresse de maison. Cette domestique m'a tendu un piège. Alexandre, dis-leur quelque chose. » Alexandre regarda l'officier. « Emmenez-la. Elle a des drogues illégales en sa possession et il y a des preuves physiques de maltraitance grave sur mon fils. Mon avocate remettra les preuves au commissariat dans 1 heure. Maudit sois-tu !» cria Isabelle, tandis qu'on la traînait hors de la pièce. Elle se tordait. Elle perdait ses chaussures. Sa coiffure parfaite se défaisait. Elle n'était plus la reine du manoir. Elle n'était qu'une criminelle pathétique, criant des insultes pendant qu'on la sortait de son palais de mensonges. « Tu vas le regretter. Sans moi, tu n'es rien. Cet enfant handicapé va te ruiner la vie. » Ses cris s'éloignèrent dans le couloir, descendant l'escalier, jusqu'à ce que le claquement de la porte de la voiture de patrouille mette fin au bruit. Alexandre resta seul dans la chambre. Le silence revint, mais maintenant il était différent. La maison semblait immense, vide et froide. Il regarda le lit conjugal où il avait dormi avec cette femme, croyant qu'il l'aimait. Il ressentit des nausées. Il arracha les draps d'un geste violent et les jeta au sol. Il ne pouvait pas supporter de voir quoi que ce soit qu'elle ait touché. Il s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin. En bas, le crépuscule commençait à tomber, teignant le ciel de nuances violettes et oranges. Là, à côté des glycines, 2 silhouettes restaient immobiles. Claire était agenouillée à côté du fauteuil roulant, boutonnant la chemise de Léo, arrangeant ses vêtements avec une tendresse infinie. Léo ne pleurait pas. Il avait la tête appuyée sur l'épaule de l'employé, cherchant la paix. Alexandre appuya son front contre la vitre froide. Il avait tout l'argent du monde, mais à cet instant, il réalisa qu'il était l'homme le plus pauvre de la terre. La femme qu'il payait pour nettoyer ses sols était la seule à avoir exercé le rôle de mère. Et lui, le grand homme d'affaires, le visionnaire, n'avait été qu'un aveugle absent. Il baissa la tête et pleura. Non pas le pleur contenu d'avant, mais un pleur laid, rauque, qui secouait ses épaules. Il pleura pour le temps perdu. Il pleura pour la douleur de son fils. Il pleura parce qu'il savait que chasser Isabelle était la partie facile. Le difficile commençait maintenant. Il devait réparer ce qui était cassé et aucun chèque ne pouvait payer cela. Il s'essuya le visage avec la manche de sa chemise, prit une profonde inspiration et se retourna. Il devait descendre. Il devait faire face à son fils. Il devait cesser d'être Monsieur Alexandre et commencer à être papa. Et il était terrifié parce qu'il ne savait pas si Léo lui permettrait de s'approcher. La leçon d'humilité. Quand Alexandre revint dans le jardin, le soleil s'était presque complètement couché. Les lumières automatiques du sentier s'étaient allumées, projetant de longues ombres sur la pelouse. L'air s'était refroidi, apportant avec lui l'odeur humide de la nuit tropicale. Claire et Léo n'avaient pas bougé. Ils ressemblaient à une statue vivante de la piété, la femme humble protégeant l'enfant brisé. En entendant les pas d'Alexandre sur le gravier, Léo se tendit visiblement. Sa main chercha celle de Claire et la serra fort. Ce geste, ce rejet instinctif envers son père et la recherche de refuge chez l'employé transperça le cœur d'Alexandre comme une lance. Alexandre s'arrêta à une distance respectable. Il ne voulait pas envahir. Il se sentait encore intrus dans sa propre famille. « Elle est partie », dit Alexandre d'une voix rauque. « La police l'a emmenée. Elle ne reviendra jamais, Léo. Je te le promets. » Léo ne répondit pas. Il regardait ses propres mains, faisant tourner un anneau imaginaire. Claire leva les yeux. Ses yeux étaient gonflés, mais son expression était d'un calme d'acier. Il n'y avait plus de peur en elle, ni dans sa mission. Il y avait une nouvelle dignité gagnée sur le champ de bataille. « L'enfant est épuisé, monsieur », dit Claire à voix basse. « Il tremble de froid et de faim.
Il a besoin d'un bain chaud et de manger quelque chose de léger. Les émotions fortes lui font mal à l'estomac. Alexandre acquiesça rapidement, impatient d'être utile, de faire quelque chose, n'importe quoi. Oui, bien sûr. Allons à l'intérieur. Je vais le pousser. Alexandre s'approcha du fauteuil roulant avec l'intention de le pousser vers la rampe d'accès. Mais quand ses mains touchèrent les poignées en caoutchouc, Léo lâcha un gémissement étouffé et se recroquevilla, se couvrant la tête avec les bras. « Non !» murmura l'enfant terrifié. Alexandre retira ses mains comme si le fauteuil était en feu. « Mon fils, c'est moi. C'est papa. Je veux juste te conduire à ta chambre. »« Tu ne sais pas comment, » murmura Léo, la voix brisée. « Tu vas me cogner contre les cadres des portes. Tu vas toujours trop vite. » La confession fut un coup brutal. Alexandre se souvint des quelques fois où il avait poussé le fauteuil, toujours pressé, toujours au téléphone, cognant les roues contre les meubles, traitant son fils comme une valise à transporter d'un point A à un point B. Il resta paralysé, les mains en l'air, se sentant inutile, maladroit, géant et dangereux. Claire se leva doucement. Elle ne demanda pas la permission, elle prit simplement le contrôle. Non par arrogance, mais par nécessité. « Laissez-moi faire, monsieur », dit-elle avec douceur. « Léo a une routine. Si nous la changeons maintenant, il sera plus nerveux. » Claire prit les poignets. Son toucher était différent. Avant de bouger le fauteuil, elle se pencha vers l'oreille de Léo. « Léo, mon amour, allons à la maison. Je vais préparer ce chocolat chaud que tu aimes. Oui, et nous allons mettre de la musique douce. Personne ne te fera de mal. Ton père va nous accompagner. Il va nous ouvrir les portes. D'accord ?» Léo acquiesça lentement, relâchant ses épaules. « D'accord, Claire. » Alexandre observa la scène avec un mélange d'admiration et de honte profonde. Claire manœuvrait le fauteuil avec une dextérité qui ressemblait à une danse. Elle esquivait les imperfections du chemin, adoucissait les virages. Alexandre s'avança pour ouvrir la porte principale, la maintenant ouverte comme un portier, regardant passer son fils et la femme qui l'avait sauvé. Ils entrèrent dans la cuisine. C'était un espace immense en acier inoxydable et marbre blanc, froid comme un bloc opératoire. Mais Claire le transforma. En quelques secondes, elle fit bouillir de l'eau, sortit une couverture d'un placard caché et couvrit les jambes de Léo. Alexandre resta debout à côté de l'îlot central, se sentant étranger. Il voulait aider, mais il ne savait pas où étaient les tasses. Il ne savait pas quel lait buvait son fils. Il ne savait rien. « Asseyez-vous, monsieur Alexandre », dit Claire sans cesser de bouger, fouettant le chocolat au rythme. « S'il vous plaît, ça rend l'enfant nerveux si vous restez là, debout comme un fantôme. » Alexandre obéit. Il s'assit sur un tabouret haut en face de son fils. Léo était de l'autre côté de la table, regardant la vapeur de la tasse que Claire venait de placer devant lui. « Claire », commença Alexandre, puis il s'arrêta. Il devait demander. Il devait comprendre. « Pourquoi es-tu restée ? Claire, tu savais ce qui se passait. Isabelle te traitait comme de la boue. Je t'ignorais. Je te payais le salaire minimum. Tu aurais pu aller n'importe où ailleurs. Pourquoi es-tu restée à supporter cet enfer ?» Claire regarda Léo, qui buvait son chocolat avec avidité, retrouvant peu à peu de la couleur sur ses joues. Puis elle regarda Alexandre, et ses yeux sombres brillèrent d'une vérité simple et dévastatrice. « Parce qu'un jour, il y a 6 mois, je suis entré dans la chambre de l'enfant pour nettoyer. Il pleurait dans l'obscurité. Je me suis approché, et il m'a attrapé la main. Il m'a dit « S'il te plaît, ne me laisse pas seul. J'ai peur. » Claire fit une pause, avalant le nœud dans sa gorge. « J'ai un fils, monsieur Alexandre. Il est dans mon village avec ma grand-mère. Je ne l'ai pas vu depuis 2 ans parce que je suis ici pour lui envoyer de l'argent. Quand Léo m'a attrapé la main, j'ai vu mon propre fils. Et je me suis promis devant la Vierge que si je ne pouvais pas prendre soin du mien, je prendrais soin du vôtre, comme s'il était de mon propre sang. Parce qu'aucun enfant ne mérite de vivre dans la peur dans sa propre maison. L'argent n'achète pas la paix, monsieur. Et je ne pouvais pas dormir tranquille, sachant que si je partais, cet ange restait seul avec cette sorcière. » Alexandre baissa les yeux, honteux jusqu'à la moelle. Lui, qui croyait que son devoir de père se terminait en signant les chèques de l'école et des thérapies, venait de recevoir la plus grande leçon de morale de sa vie. Une femme qui avait sacrifié l'éducation de son propre fils pour sauver le sien. « Je ne sais pas comment te payer cela », murmura Alexandre. « Il ne s'agit pas de payer, monsieur », répondit Claire, retournant à sa tâche de nettoyer la cuisine, mal à l'aise avec l'éloge. « Il s'agit d'être là. Être là. Oui, être là. » Claire pointa Léo du doigt. « Il n'a pas besoin que vous lui achetiez une autre console de jeux vidéo. Il a besoin que vous sachiez comment lui donner son bain sans que son dos lui fasse mal. Il a besoin que vous sachiez quel cauchemar il fait.
Il a besoin que vous appreniez à masser ses jambes jusqu'à ce qu'il puisse les utiliser. Ou même s'il ne les utilise jamais plus. Alexandre regarda son fils. Léo avait fini le chocolat et le regardait, expectant. Il y avait une porte ouverte dans ce regard. Une opportunité. Alexandre se leva, retira la veste de son costume à 10 000 € et la laissa tomber sur une chaise. Il retroussa sa chemise blanche jusqu'au coude. « Enseigne-moi », dit Alexandre en regardant Claire. « Enseigne-moi à lui donner son bain. Enseigne-moi à le coucher. Enseigne-moi tout, je ne me coucherai pas, tant que je n'aurai pas appris à prendre soin de mon fils. » Claire sourit pour la première fois de l'après-midi. Un sourire fatigué, mais sincère, qui illumina son visage humble. « D'accord, patron, mais d'abord, enlevez ces chaussures en cuir qui font beaucoup de bruit et réveillent les échos de la maison. Ici, nous allons marcher lentement. » Alexandre acquiesça, se baissa et dénoua ses lacets, retira ses chaussures chères et resta en chaussettes sur le sol froid. Il se sentit vulnérable, ridicule et, pour la première fois depuis des années, complètement honnête. « Allons, Léo, » dit Alexandre en s'approchant du fauteuil avec des mouvements lents, imitant ce qu'il avait vu faire à Claire. « Nous allons te préparer pour dormir. Tu me dis si je fais mal, d'accord? Tu es le chef maintenant. » Léo sourit timidement. « D'accord, papa. Mais fais attention à mon pied droit. C'est celui qui me fait le plus mal. »« Je ferai attention, je te le jure. » Claire les regarda quitter la cuisine, le père poussant le fauteuil avec maladresse, mais avec un soin infini. Le fils donnant des instructions à voix basse. Elle resta seule un instant, respirant le silence de la maison libérée. Elle savait que la guerre était terminée, mais la reconstruction serait longue. Et elle, la générale en uniforme de domestique, était prête à diriger les travaux. La nuit des démons. La maison, qui pendant la journée semblait un palais de lumière, se transforma à la tombée de la nuit en une caverne d'ombres allongées et de silence lourd. Mais le silence ne dura pas longtemps. À 3 heures du matin, un cri déchirant rompit le calme du couloir du 2e étage. Ce ne fut pas un cri de cauchemar d'enfant ordinaire. Ce fut l'hurlement d'un corps en guerre contre lui-même. Alexandre, qui s'était endormi sur une chaise inconfortable à côté du lit de Léo, se réveilla en sursaut, le cœur battant contre ses côtes comme un marteau. La lampe de la table de chevet était allumée, projetant une lumière jaune et maladive sur la scène. Léo se tordait dans les draps trempés de sueur froide. Son corps, fragile et mince, s'arquait en spasmes violents. Il avait les yeux écarquillés, regardant des choses qui n'étaient pas là. Des hallucinations provoquées par l'abstinence abrupte des sédatifs qu'Isabelle lui avait injectés pendant des mois. « Non, enlève-les, ça me pique, ça me brûle !» criait Léo en se grattant les bras avec frénésie, rouvrant les croûtes des vieilles injections. « Léo, Léo, réveille-toi !» Alexandre se jeta sur lui, essayant de lui tenir les mains pour qu'il cesse de se faire mal. Mais la force de l'enfant était surnaturelle, née de la panique chimique. « Mon fils, c'est moi, c'est papa. Ce n'est pas toi, c'est elle. Va-t'en, sorcière !» Léo donna un coup de pied aveugle qui frappa la poitrine d'Alexandre, le laissant sans souffle pendant 1 seconde. Alexandre recula, terrifié. Il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Dans son monde des affaires, les problèmes se résolvaient avec des appels, des avocats, de l'argent. Mais ceci, c'était un enfer biologique contre lequel sa carte de crédit n'avait aucun pouvoir. La panique s'empara de lui. Il chercha son téléphone avec des mains tremblantes. Il allait appeler une ambulance, le meilleur hôpital privé, le chef de la neurologie de la ville. Il allait payer n'importe quoi pour qu'il drogue son fils et arrête cette souffrance. Juste au moment où il allait composer le numéro, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Claire entra. Elle ne portait pas son uniforme, mais une robe de chambre en coton usée et ses cheveux lâches, tombant sur ses épaules comme une cascade noire. Elle n'avait pas peur sur son visage. Elle avait de la détermination. « N'appelez personne !» ordonna Claire en voyant le téléphone dans la main d'Alexandre. Sa voix coupa l'air plus aiguisé qu'un couteau. Il convulse. « Il a besoin d'un médecin !» cria Alexandre désespéré. « Regarde-le, il a besoin de se désintoxiquer. » Claire traversa la pièce et arracha le téléphone de la main d'Alexandre, le jetant sur le lit. « Si vous l'emmenez à l'hôpital, ils vont le remplir de plus de produits chimiques pour le calmer. » Son corps crie parce qu'il manque de la drogue. « Il faut que ça sorte, monsieur. Il faut que le poison sorte. » Claire monta sur le lit sans se soucier des hiérarchies ni des normes sociales. Elle se plaça derrière Léo, le piégeant dans une étreinte de contention, encerclant la poitrine de l'enfant avec ses bras forts, l'immobilisant contre son propre corps. « Lâche-moi !» hurlait Léo, pleurant, bavant, complètement hors de lui. « Chut, ça va passer, ma vie, ça va passer !» chuchota Claire à l'oreille de l'enfant, se balançant rythmiquement d'avant en arrière.
Elle ne luttait pas contre lui, elle l'accompagnait dans la tempête. Crie, Léo, crie tout, Claire est là, Claire est là. Alexandre resta paralysé au pied du lit, se sentant un spectateur inutile de l'agonie de son propre fils. Voir Léo ainsi, réduit à un petit animal effrayé et douloureux à cause de la négligence de son père, fut la punition la plus brutale qu'Alexandre aurait pu recevoir. « Que dois-je faire » demanda Alexandre, la voix brisée, les larmes coulant librement sur son visage. « Claire, par pitié, dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux pas le voir souffrir ainsi. » Claire leva les yeux. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle avait une ligne de sang sur la lèvre où Léo l'avait frappé accidentellement avec sa tête. Mais ses yeux étaient des phares dans la tempête. Apportez des linges avec de l'eau glacée, il a de la fièvre. Et apportez un seau, il va vomir. Et après, asseyez-vous ici et tenez-lui la main. Ne le lâchez pas même s'il vous crie dessus, même s'il vous frappe. Qu'il sache que vous êtes là dans l'obscurité. Alexandre courut. Il courut à la salle de bain comme si sa vie en dépendait. Il remplit le lavabo, mouilla des serviettes, chercha le seau. Il n'appela pas le personnel de nuit. Il ne voulait pas de témoins. C'était sa pénitence. Quand il revint, Léo avait des hauts le cœur sec et douloureux. Claire lui tenait le front avec une tendresse infinie, lui essuyant la bouche avec le bord de sa propre robe de chambre. Alexandre s'agenouilla à côté du lit, posa les linges froids sur le front brûlant de son fils. Léo frissonna, mais le froid sembla le ramener à la réalité pendant une seconde. Ses yeux, vitreux et rouges, se concentrèrent sur Alexandre. « Papa » gémit Léo d'une petite voix rauque. « J'ai mal partout. Je sens des insectes dans mes os. » Alexandre sentit son âme se briser. Il attrapa la main de Léo. Elle était froide et moite, mais il la serra fort. « Je sais, champion, je sais. C'est le mauvais médicament qui sort. Tu dois être fort. Tiens bon encore un peu. Je ne te laisserai pas. J'ai peur. » « Moi aussi, confessa Alexandre, en embrassant les jointures de son fils. « Moi aussi j'ai peur, Léo. Mais je ne partirai pas. Regarde-moi. Je suis là. Je ne bougerai pas d'un millimètre. » Les heures passèrent. Ce furent les heures les plus longues de la vie d'Alexandre. Léo vomit de la bile jusqu'à être épuisé. Il pleura jusqu'à perdre sa voix. Il y eut des moments où Alexandre pensa que l'enfant ne résisterait pas, que son cœur cesserait de battre sous l'effort. Mais Claire était là comme un roc. Elle lui donnait des gorgées d'eau sucrée, lui chantait de vieilles berceuses à voix basse, lui massait les jambes crampées. Et Alexandre apprit. Il apprit à nettoyer le vomi de son fils sans dégoût. Il apprit à changer les draps avec l'enfant dessus. Il apprit que l'amour n'est pas d'acheter des jouets chers, mais de tenir un seau pendant qu'un autre être humain souffre. Vers l'aube, la fièvre baissa. Le corps de Léo cessa de trembler et se détendit dans un sommeil profond et naturel. Le premier depuis des mois. La chambre resta silencieuse, sentant la maladie et le confinement, mais aussi la victoire. Alexandre se laissa tomber assis par terre, le dos appuyé contre le mur, épuisé. Chaque muscle lui faisait mal. Sa chemise en soie était ruinée, tachée et froissée. Claire descendit du lit avec précaution pour ne pas réveiller Léo. Elle ajusta sa robe de chambre, marcha vers Alexandre et, sans dire un mot, s'assit par terre à côté de lui, maintenant une distance respectueuse mais proche. « Vous avez bien fait, patron » murmura-t-elle. Alexandre tourna la tête pour la regarder. À la lumière grise de l'aube qui entrait par la fenêtre, Claire semblait fatiguée, avec des cernes profonds, mais belles, d'une manière qu'Alexandre n'avait jamais remarquée auparavant. Ce n'était pas la beauté plastique et maquillée d'Isabelle, c'était une beauté réelle, humaine, forgée par la compassion. « Tu l'as sauvée » dit Alexandre. « Je ne faisais que te passer les serviettes. Vous êtes son père. Votre voix a été ce qui l'a ramené quand il hallucinait. Il avait besoin de savoir que vous ne le dégoûtiez pas, que vous n'aviez pas peur de sa douleur. » Alexandre regarda ses propres mains. « Toute ma vie, j'ai pensé qu'être père était de pourvoir, que si rien de matériel ne leur manquait, je remplissais mon rôle. » Alexandre passa ses mains sur son visage, se frottant les yeux. « J'ai failli le tuer, Claire. J'ai laissé cette femme entrer ici, et j'ai failli le tuer par mon indifférence. Le failli est ce qui compte, monsieur. Aujourd'hui, on recommence. Le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être réparé. » Ils restèrent silencieux un instant, partageant la fatigue de la bataille gagnée. Claire. « Oui, merci. » Alexandre la regarda intensément dans les yeux. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi cette nuit. J'aurais probablement appelé les médecins, ils l'auraient sédaté, et le cycle aurait recommencé. Tu as brisé le cycle. » Claire sourit légèrement et se leva, secouant sa robe de chambre. « Je vais préparer du café, monsieur. Ce sera une longue journée. Vous avez besoin de force. » Alexandre la regarda sortir de la chambre
et sentit pour la première fois depuis des années que cette maison immense et froide commençait à ressembler vaguement à un foyer. Le sacrifice d'or. Le matin arriva avec une lumière crue et implacable. Alexandre n'avait pas dormi plus de 20 minutes. Il était assis dans la cuisine avec une tasse de café noir entre les mains, regardant la vapeur monter. Il portait les mêmes vêtements que la nuit précédente. Il ne s'était pas rasé. Léo dormait toujours à l'étage, surveillé par Claire. Le silence de la cuisine fut interrompu violemment par la sonnerie du téléphone d'Alexandre sur le comptoir en marbre. Alexandre le regarda avec haine. L'écran s'illuminait avec un nom, Étienne, associé. Il l'ignora. Le téléphone cessa de sonner et recommença immédiatement. 1, 2, 3 fois. C'était insistant, urgent, exigeant. C'était le son de son ancienne vie, réclamant son prisonnier. Finalement, Alexandre décrocha, mettant le haut-parleur sans vouloir porter l'appareil à son oreille. « Où diable es-tu, Alexandre ?» La voix d'Étienne aboya de l'autre côté, pleine de stress et de bruit de bureau en arrière-plan. La réunion avec les investisseurs japonais a commencé il y a 10 minutes. Ils sont furieux. Si tu n'apparais pas dans une demi-heure avec le contrat signé, la fusion tombe à l'eau. Nous parlons de 50 millions d'euros. Alexandre. Alexandre regarda par la fenêtre de la cuisine. Il vit le jardin où la tragédie avait eu lieu hier. Il vit les glycines. Il vit le fauteuil roulant de rechange plié dans un coin. « Je ne vais pas venir, » dit Alexandre. Sa voix sonna tranquille, étrangement calme pour quelqu'un qui jetait une fortune par-dessus bord. « Quoi ?» Il y eut un silence stupéfait de l'autre côté de la ligne. « Es-tu ivre, Alexandre ? Écoute-moi bien. Si tu ne viens pas, ils te poursuivent pour rupture de contrat. Tu vas perdre ton poste au conseil. Tu vas perdre des bonus. Tu vas perdre des millions. Bouge ton cul et viens tout de suite. » À cet instant, Claire entra dans la cuisine. Elle portait un plateau avec le petit déjeuner pour Léo, mais s'arrêta en entendant les cris qui sortaient du téléphone. Elle regarda Alexandre avec inquiétude, comprenant parfaitement ce qui se passait. Elle savait que c'était le monde de son patron, le monde qui lui donnait du pouvoir, le monde qui payait les factures. Elle s'attendait à ce qu'il se lève, mette son costume et s'enfuit comme il l'avait toujours fait. Alexandre vit Claire. Il vit comment elle baissait les yeux, supposant qu'il partirait, supposant que l'argent gagnait toujours. Alexandre prit le téléphone. « Étienne, » dit-il avec fermeté, « écoute-moi toi. Mon fils a eu une crise la nuit dernière. Il a failli mourir. Il a besoin de moi. Aujourd'hui, je dois l'aider à prendre son bain. Je dois être là quand il se réveillera pour qu'il n'ait pas peur. Engage une infirmière, » cria Étienne. « Tu es riche pour ça. Paye quelqu'un et viens faire ton travail. » Cette phrase fut le déclencheur. Paye quelqu'un. La même logique qui a failli détruire Léo. La même logique qui a amené Isabelle dans leur vie. Alexandre sentit une colère froide lui monter à la gorge. Mais il ressentit aussi une libération absolue. « Non, » dit Alexandre. « On ne peut pas payer un père, Étienne. Je démissionne. »« Quoi ? Ce que tu as entendu. Fais la fusion tout seul. Si les Japonais partent, qu'ils partent. Si le conseil veut me virer, qu'il me vire. Vends mes actions si nécessaire. Je m'en fiche. Je ne viendrai pas aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine. Mon fils a besoin de moi, et je ne changerai pas une minute avec lui contre tout l'argent de la banque. Ne me rappelle plus. » Alexandre raccrocha. Et non seulement il raccrocha. D'un mouvement fluide, il éteignit le téléphone et le fit glisser sur le comptoir jusqu'à ce qu'il heurte doucement la corbeille à fruits, loin de sa portée. Le silence revint dans la cuisine, mais cette fois, ce n'était pas un silence tendu, c'était un silence sacré. Claire le regardait, les yeux écarquillés, tenant le plateau avec des mains tremblantes. Elle avait tout entendu. Elle avait entendu un homme puissant renoncer à son empire pour un enfant brisé. « Monsieur », murmura-t-elle. C'était 50 millions. Alexandre se tourna sur le tabouret et la regarda. Il passa sa main dans ses cheveux ébouriffés et sourit. Un sourire fatigué, mais léger, comme s'il avait enlevé une armure de plomb de son corps. « C'est du papier, Claire, ce n'est que du papier vert. Léo, c'est de la chair et du sang. La nuit dernière, quand il m'attrapait la main, j'ai compris qu'il ne sait pas combien j'ai à la banque. Il ne se soucie pas que je sois le PDG ou le jardinier. Il voulait juste que son père ne le lâche pas. Et j'ai failli rater ça en poursuivant des ombres. » Claire posa le plateau sur la table et fit un pas vers lui. La barrière invisible entre patron et employé s'était tellement amincie qu'elle avait presque disparu. Ce qui restait, c'était deux êtres humains unis par l'amour d'un tiers. « Vous êtes un homme bon, Alexandre, » dit-elle. Ce fut la première fois qu'elle l'appela par son prénom sans le monsieur devant. Cela lui échappa ou peu. Être était-ce intentionnel.
Cela sonna doux, intime. Alexandre sentit une chaleur étrange dans sa poitrine en entendant son prénom sur ses lèvres. Ce n'était pas de l'adulation, c'était de la reconnaissance. « J'essaie de l'être », répondit-il en baissant la voix. « Mais je ne sais rien, Claire. Maintenant, j'ai tout le temps du monde, mais je ne sais pas comment remplir ce temps. J'ai peur que Léo se réveille, et maintenant qu'il n'a plus de drogue dans son corps, il réalise qu'il déteste son père. » Claire secoua la tête et s'approcha un peu plus. Elle posa une main sur la table, près de la sienne, sans la toucher, mais créant un pont d'énergie. La haine ne survit pas là où il y a de l'amour, et vous lui avez montré beaucoup d'amour la nuit dernière. Mais vous avez raison sur quelque chose. Le chemin sera difficile. Léo aura des sautes d'humeur. Il sera triste. Il sera en colère. Vous devez tenir bon. Vous devez être son sac de boxe et son oreiller. « M'aideras-tu » demanda Alexandre. Ce n'était pas un ordre de chef à subordonner. C'était une supplique de compagnon à compagnon. Je ne peux pas le faire seul. Je ne veux pas le faire seul. J'ai besoin de toi ici et non comme employé. Je ne veux plus que tu nettoies les sols ni que tu laves les toilettes. Je veux que tu sois mon guide avec lui. Je te paierai le triple. Je te donnerai ce que tu voudras. Mais aide-moi à retrouver mon fils. Claire le regarda profondément. Elle vit la vulnérabilité chez cet homme qui, quelques heures auparavant, semblait intouchable. Elle vit l'honnêteté brutale de son sacrifice. « Je n'ai pas besoin du triple de votre salaire, » dit-elle avec dignité. « Je le ferai parce que j'aime Léo et parce que je crois en vous, mais à une condition. Laquelle? Dans cette maison, les mensonges sont finis et les distances sont finies. Si nous voulons que cet enfant s'en sorte, nous devons être une équipe. Vous lavez la vaisselle, si je suis occupé avec Léo. Vous cuisinez si je suis fatigué. Ici, nous sommes tous égaux à partir d'aujourd'hui. Vous acceptez ?» Alexandre regarda sa cuisine de luxe, ses mains d'exécutif. Puis il regarda les mains travailleuses de Claire. « J'accepte », dit-il sans hésiter. « Bien. » Claire sourit, et ce sourire illumina la cuisine plus que le soleil du matin. « Alors, associés, lavez-vous le visage et rasez-vous, car votre fils va bientôt se réveiller et il ne voudra pas être effrayé par un vagabond. Je vais lui apporter le petit déjeuner. Quand vous serez prêts, montez. Aujourd'hui, nous allons essayer de le faire s'asseoir dans le jardin sans peur. » Claire prit le plateau et se dirigea vers la sortie. Alexandre la regarda partir, admirant sa force, sa grâce naturelle. Il sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis des années. L'espoir. Et peut être, juste peut être, une étincelle de quelque chose de plus, quelque chose qui naissait de l'admiration profonde et qui l'effrayait plus que de perdre 50 millions d'euros. Il se leva, alla à l'évier et se jeta de l'eau froide sur le visage. En se regardant dans le miroir au-dessus du lavabo, il vit un homme cerné, ébouriffé et ruiné financièrement. Mais pour la première fois depuis longtemps, il reconnut l'homme qui lui rendait son regard. « Bonjour, papa », se dit-il, et il monta les escaliers pour commencer son véritable travail. L'enfer de la réhabilitation. 3 semaines passèrent, 3 semaines qui parurent 3 siècles. Le manoir, autrefois un mausolée de silence, était devenu un champ de bataille où l'ennemi n'était pas une personne, mais le propre corps de Léo. La désintoxication chimique était passée, mais elle avait révélé la véritable catastrophe, l'atrophie musculaire. Les mois de sédation et l'immobilité forcée par Isabelle avaient laissé les jambes de Léo minces comme des branches sèches, faibles, incapables de soutenir même le poids d'un drap sans trembler. La scène se déroulait dans l'ancienne salle de bal, un espace immense avec des miroirs du sol au plafond qu'Alexandre avait ordonné de vider de ses meubles chers pour le transformer en un gymnase de réhabilitation improvisé. Il n'y avait pas de machine, sophistiquée, seulement des barres parallèles en bois qu'il avait lui-même aidé à installer, ponçant le bois pour qu'il ne blesse pas les mains de son fils. « Je ne peux pas, papa, j'ai mal. » Le cri de Léo rebondit sur les murs, plein de frustration et de larmes. L'enfant était accroché aux barres, les bras tremblants sous l'effort de soutenir son propre poids. Ses jambes, gainées de shorts de sport, pendaient inutilement, traînant la pointe de ses pieds sur le sol. La sueur lui coulait sur le front, se mêlant aux larmes. Alexandre était à genoux devant lui, les mains posées sur les chevilles de son fils, essayant de guider le mouvement. Sa chemise était trempée de sueur, ses cheveux ébouriffés. Il ne ressemblait plus au magnat de la couverture de Forbes, il ressemblait à un homme désespéré luttant contre la gravité. « Si tu peux, Léo », insista Alexandre, la voix rauque. « Juste un pas. Tu dois essayer de bouger le pied droit. Envoie l'ordre depuis ton cerveau. Allez. » « Ça ne répond pas », pleura Léo en lâchant une main et en restant dangereusement accroché à l'autre. « C'est comme si elles étaient mortes.
Laisse-moi, je veux m'asseoir. Alexandre sentit une vague de panique et de fureur. Fureur contre Isabelle, fureur contre lui-même, fureur contre l'univers. Il frappa le sol du poing. « Tu ne vas pas t'asseoir !» cria Alexandre, perdant patience face à la douleur de voir son fils ainsi. « Si tu t'assieds maintenant, tu resteras assis toute ta vie. Tu dois te battre, Léo. » Léo eut peur du cri. Ses bras cédèrent. Il tomba au sol comme une poupée de chiffon, se cognant les genoux contre le bois. Le bruit sec de la chute fut suivi par un pleur déchirant, non pas de douleur physique, mais d'humiliation absolue. Alexandre resta figé. Il réalisa ce qu'il avait fait. Il avait utilisé le ton du chef, le ton de l'exigence, oubliant qu'il traitait avec un enfant brisé. Claire, qui observait depuis le coin avec une serviette et une bouteille d'eau, intervint. Elle ne courut pas. Elle marcha d'un pas ferme et lourd qui résonna dans la salle, chargé d'une autorité maternelle qui fit baisser la tête à Alexandre. « Sortez », dit Claire. Ce n'était pas une suggestion. Alexandre la regarda, abasourdi. « Claire, j'ai 10 fois sortez. » La voix de Claire monta, vibrante et féroce. « Sortez d'ici immédiatement. Vous projetez votre culpabilité sur les jambes de l'enfant. Vous voulez qu'il marche vite pour cesser de vous sentir coupable de ce qui lui est arrivé. Mais il ne s'agit pas de vous, monsieur Alexandre. Il s'agit de lui. » Alexandre ouvrit la bouche pour répliquer, mais il vit Léo au sol, recroquevillé, se couvrant le visage. La vérité des mots de Claire le frappa comme une gifle. Elle avait raison. Il voulait un miracle rapide pour effacer sa négligence. Sans dire un mot, Alexandre se leva et sortit du salon, fermant la porte derrière lui. Il s'appuya contre le mur du couloir et se laissa glisser jusqu'au sol, enfouissant son visage dans ses mains. Il entendait à travers le bois comment les pleurs de Léo changeaient de ton. À l'intérieur du salon, Claire s'assit par terre à côté de Léo. Elle ne le toucha pas immédiatement. Elle attendit que l'enfant cesse de sangloter. « C'est un idiot !» murmura Claire, brisant le protocole et le respect, parlant avec une honnêteté brutale. « Ton père est un homme bon, Léo, mais parfois c'est un idiot impatient. Il croit que les jambes se réparent comme les affaires se réparent. » Léo lâcha un rire étouffé, surpris par l'insulte de l'employé envers le patron. Il leva la tête, les yeux rouges. « J'ai très mal, Claire. J'ai l'impression que mes os vont se casser. » Claire acquiesça et sortit un flacon d'huile d'arnica de sa poche. « Je sais, mon amour, je sais. » Elle versa un peu d'huile dans ses mains chaudes et commença à masser les mollets atrophiés de Léo avec des mouvements circulaires fermes mais doux. « Tu sais pourquoi ça fait mal? Parce qu'elle se réveille. La douleur, c'est la vie qui revient, Léo. Quand quelque chose est mort, ça ne fait pas mal. Si ça te fait mal, c'est parce que tes jambes crient qu'elles veulent redevenir tiennes. » Léo regarda ses jambes pendant que les mains magiques de Claire travaillaient sur les muscles tendus. « Tu crois que je vais remarcher ?» demanda l'enfant dans un murmure. Claire cessa de masser un instant et le regarda dans les yeux, soutenant son regard avec une intensité qui promettait des miracles. « Je ne le crois pas, Léo, je le sais. Mais ce ne sera pas aujourd'hui. Et ce ne sera pas à cause des cris de ton père. Ce sera parce que tu es un guerrier. » Claire sourit. « Et parce que je ne te laisserai pas abandonner. Mais nous le ferons à ton rythme. » « Marché conclu ?»« Marché conclu, » murmura Léo. « Bien. Maintenant, nous allons essayer de nous lever une fois de plus. Juste nous lever sans marcher, juste pour prouver à la gravité que c'est toi qui commandes ici. » Claire l'aida à s'asseoir. Cette fois, sans la pression d'Alexandre, Léo s'accrocha au bar, prit une profonde inspiration. Claire se plaça derrière lui, posant ses mains sur la taille de l'enfant, lui donnant de la sécurité, mais pas de force. 1, 2, 3, en haut. Léo poussa. Ses bras tremblèrent, ses jambes faiblirent, mais il resta debout. 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. « Regarde » chuchota Claire à l'oreille de Léo. « Tu es debout, mon roi, tu es debout. » Dans le couloir, Alexandre entendit le silence. Suivi d'un doux « foi »« Tu as réussi, foi de Claire. » Les larmes revinrent à ses yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Il comprit que son argent avait acheté la maison et les bars. Mais c'était l'amour humble de Claire qui faisait le véritable travail de reconstruction. Il resta là, écoutant, apprenant à être patient, apprenant que la justice pour son fils n'était pas un sprint, mais un marathon douloureux. Le poids de la culpabilité et la confession nocturne. Cette nuit-là, la tempête tropicale frappa le manoir avec fureur. La pluie fouettait les baies vitrées comme si elle voulait entrer et laver les péchés de la maison. Alexandre ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les marques d'aiguilles sur le bras de son fils. Il voyait le visage d'Isabelle rire. Il voyait sa propre signature sur les chèques qui finançaient cette torture.
Il descendit à la cuisine, cherchant du réconfort dans le silence ou dans l'alcool, bien que l'alcool ait un goût de cendre ces derniers temps. À sa surprise, la lumière de la cuisine était allumée. Claire était assise à la table en marbre. Elle ne travaillait pas, elle était simplement assise avec une tasse de thé fumant entre les mains, regardant l'obscurité du jardin à travers la vitre mouillée. Elle avait les cheveux lâches, et cette vieille robe de chambre qu'Alexandre commençait à reconnaître comme son uniforme d'humanité. Alexandre s'arrêta à l'entrée. Il se sentit intrus. Cette femme avait donné plus à sa famille en un mois que lui en toute sa vie. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Alexandre doucement. Claire sursauta légèrement, mais ne se leva pas ni n'adopta la posture rigide de domestique. Elle se tourna et lui offrit un sourire fatigué. « La pluie, dit-elle, me rappelle mon village. Quand il pleuvait comme ça, le toit en tôle de ma maison sonnait comme un orchestre. Ça m'empêchait de dormir, mais j'aimais ça. » Alexandre entra et s'assit en face d'elle. Il ne se servit rien. Il voulait juste être près de son calme. « Je suis désolé pour aujourd'hui, » dit Alexandre en regardant ses mains entrelacées sur la table. « Dans le gymnase, j'ai été stupide. J'ai failli le briser à nouveau. »« Vous avez peur, Alexandre ?» répondit Claire, utilisant son prénom à nouveau avec naturel. « La peur nous fait faire des choses stupides. Vous voyez Léo, et vous voyez votre propre échec, et vous voulez le réparer rapidement pour cesser de vous sentir mal. Mais les blessures de l'âme ne cicatrisent pas à la hâte. » Alexandre leva les yeux. Ses yeux sombres étaient pleins d'une tristesse abyssale. « Comment fais-tu, Claire ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Comment as-tu tant de patience? Comment as-tu tant d'amour à donner à un enfant qui n'est pas le tien? Alors que moi, qui suis son père, je sais à peine lui parler sans tout gâcher. » Claire soupira et prit une gorgée de thé. Elle posa la tasse et regarda Alexandre avec une profondeur qui le désarma. « Parce que moi aussi j'ai une culpabilité, monsieur, une culpabilité qui me ronge vivante tous les jours. » Alexandre fronça les sourcils, confus. « Toi, de quoi pourrais-tu être coupable? Tu es une sainte. » »« Je ne suis pas une sainte. » Claire secoua la tête et une ombre de douleur traversa son visage. « Je vous ai dit que j'avais un fils, n'est-ce pas? Il s'appelle Mathieu. Il a 8 ans. La dernière fois que je l'ai vu, il pleurait, accroché à la jupe de ma grand-mère parce que je montais dans le bus pour venir ici. » Claire fit une pause, luttant contre le nœud dans sa gorge. « Je suis venu ici pour lui donner une vie meilleure, pour lui envoyer de l'argent pour ses livres, pour ses chaussures. Mais chaque fois que j'embrasse Léo, chaque fois que je guéris les blessures de Léo, j'ai l'impression de voler cette étreinte à mon propre fils. J'ai l'impression de m'occuper du fils du patron pendant que le mien grandit sans mère. » Une larme solitaire coula sur sa joue. « Alors non, Alexandre, je ne suis pas parfaite. Je m'occupe de Léo avec désespoir parce que c'est la seule façon de me pardonner d'avoir abandonné Mathieu. Quand je sauve Léo, j'ai l'impression de sauver mon fils à distance. » Le silence qui suivit fut dense, chargé d'une intimité douloureuse. Alexandre resta abasourdi. Il avait toujours vu Claire comme la sauveuse, la forte, celle qui n'avait besoin de rien. Il ne s'était jamais arrêté pour penser au coût personnel de son sacrifice. Elle avait laissé son fils pour sauver le sien. Alexandre sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. Mais cette fois, ce ne fut pas quelque chose de mauvais. Ce fut le mur final qui séparait leur monde. Il tendit la main par-dessus la table, hésita une seconde, puis couvrit doucement la main de Claire avec la sienne. Sa peau était chaude. « Amène-le » dit Alexandre. Claire leva les yeux, confuse, sans retirer sa main. « Quoi? Amène Mathieu » répéta Alexandre avec fermeté. « Amène-le ici dans cette maison. »« Monsieur, je ne peux pas. Les enfants ne sont pas autorisés ici. »« Et c'est ma maison » l'interrompit Alexandre, serrant doucement sa main. « Et les règles ont changé. Je ne veux plus que tu continues à sacrifier ta famille pour la mienne. Il y a de la place à revendre. Léo a besoin d'un ami. Tu as besoin de ton fils. Et moi, j'ai besoin de cesser d'être le patron qui ne fait que signer des chèques et de commencer à être l'homme qui aide les personnes qui lui sont chères. » Claire le regarda, les yeux écarquillés. Incrédule. « Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Demain même, nous envoyons le chauffeur le chercher, lui et ta grand-mère. Qu'ils viennent tous, qu'ils remplissent cette maison de bruit, qu'ils mangent à cette table. » Alexandre se pencha en avant, ses yeux brillants d'une détermination féroce. « Tu m'as appris que l'argent ne vaut rien s'il ne sert pas à unir les gens. Laisse-moi utiliser mon maudit argent pour faire quelque chose de bien pour la première fois. Laisse-moi t'amener ton fils. » Claire éclata en sanglots. Ce ne fut pas un pleur triste, mais un pleur de soulagement, d'un fardeau de plusieurs années qui s'évanouissait soudainement. Elle porta sa main libre à sa bouche, sanglotant. « Merci. Merci, Alexandre. » Alexandre ne retira pas sa main.
Ils restèrent ainsi, unis par le toucher au milieu de la cuisine silencieuse, tandis que la pluie battait dehors. À cet instant, Alexandre sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Non seulement il sauvait son fils, mais il construisait une nouvelle famille, une famille étrange et rapiécée, cousue de cicatrices et d'espoir. Et en regardant Claire, les yeux brillants de larmes et de gratitude, Alexandre sentit quelque chose qui l'effrayait plus que la faillite financière. Il sentit qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, non pas de la domestique, mais de la femme qui venait de lui sauver la vie pour la deuxième fois cette nuit. « Maintenant, va dormir », murmura-t-il, retirant sa main lentement, sentant la perte du contact. « Demain, nous devons préparer la maison. Mathieu arrive bientôt. Claire acquiesça, se suya les larmes et se leva. » Avant de sortir de la cuisine, elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte et se tourna. « Bonne nuit, Alexandre. Reposez-vous bien. » Quand elle disparut dans le couloir, Alexandre resta seul dans la cuisine, mais la maison ne semblait plus vide, elle semblait pleine de promesses. Il se servit un verre d'eau et trinqua en l'air. « Au nouveau départ », dit-il à voix haute. Il savait que le chemin de la réhabilitation de Léo serait long et tortueux. Mais maintenant, il avait une armée et il avait une raison de se battre. Le climax émotionnel, le miracle du ballon. Le jour où Mathieu, le fils de Claire, arriva, le soleil brillait avec une intensité qui semblait se moquer des nerfs de tout le monde dans le manoir. Alexandre avait envoyé son van personnel, le blindé, celui qu'il utilisait habituellement pour les réunions avec les ministres, chercher un enfant de 8 ans et une grand-mère âgée à la gare routière. Léo était sur le porche, assis dans son fauteuil roulant. Il portait un nouveau t-shirt et les cheveux coiffés au gel. Une tentative émouvante de paraître cool devant l'inconnu qui allait arriver. Ses mains, cependant, trahissaient son anxiété. Elle frottait les accoudoirs du fauteuil jusqu'à les faire briller. « Et s'il ne m'aime pas ?» demanda Léo dans un murmure sans regarder Claire. Claire, qui se tenait derrière lui posa une main sur l'épaule. Elle était également nerveuse. Elle portait une simple robe en coton, sans uniforme pour la première fois en présence de visiteurs. « Il va t'aimer, mon amour. Mathieu est un tourbillon, mais il a le cœur tendre. En plus, il n'a jamais vu une maison aussi grande. Il va probablement penser que tu es le prince d'un château. » Le van noir apparut au virage de l'allée, soulevant un peu de poussière. Le cœur d'Alexandre, qui attendait au pied de l'escalier, fit un bond. Il était sur le point de fusionner deux mondes que la société disait ne pas devoir se toucher. Le véhicule s'arrêta. Le chauffeur ouvrit la porte arrière, et de là, une petite boule d'énergie sauta. Mathieu avait la peau brune tannée par le soleil du village, les genoux écorchés et des yeux noirs qui brillaient d'une curiosité insatiable. Derrière lui descendit la grand-mère, une petite femme avec un châle et une dignité silencieuse, portant un panier en osier qui contenait sûrement de la nourriture. Mathieu resta immobile un instant, regardant l'immensité de la façade, les colonnes, les fenêtres géantes. Puis il baissa les yeux et vit Léo. Il n'y eut aucun jugement dans les yeux de l'enfant pauvre. Il n'y eut aucune pitié, il y eut juste une reconnaissance immédiate. « Salut !» cria Mathieu en courant vers la rampe sans attendre personne. « Ma mère dit que tu as des jeux vidéo. C'est vrai ou c'est un mensonge pour que je vienne ?» Léo cligna des yeux, surpris par la franchise. La tension se rompit comme une bulle de savon. « C'est vrai, j'ai la dernière console », répondit Léo, et un sourire timide apparut sur son visage. « Génial. Moi, j'ai apporté mon ballon de foot. Il est vieux, mais il rebondit bien. Tu sais être gardien ?» Le sourire de Léo vacilla. Il regarda ses jambes inutiles. « Je ne peux pas jouer au foot. Je ne marche pas. » Mathieu haussa les épaules comme si le fait était hors de propos. « Bah, tu joues avec tes mains. Moi je tire et toi tu arrêtes. Si tu as des roues, tu es plus rapide, non? C'est comme être un transformeur. » Alexandre, observant la scène, sentit un nœud dans sa gorge. En 30 secondes, cet enfant humble avait normalisé le handicap de son fils avec un naturel qu'aucun thérapeute n'avait réussi en des années. Transformé, pas infirme. « Bienvenue chez vous, » dit Alexandre, s'avançant pour saluer la grand-mère, lui prenant la main ridée avec respect. « Madame, c'est un honneur de vous avoir ici. » L'après-midi se transforma en quelque chose que le manoir n'avait jamais vu. Un chaos joyeux, des rires, des cris, le bruit d'un ballon frappant la pelouse parfaite. Alexandre et Claire observaient depuis la terrasse, des verres de limonade à la main. Mais le moment de vérité, le climax qui changerait tout, arriva au crépuscule. Les enfants étaient dans le jardin arrière. Mathieu avait improvisé un but entre deux arbres. Léo était placé comme gardien, déplaçant son fauteuil d'un côté à l'autre avec une nouvelle dextérité, riant aux éclats chaque fois qu'il bloquait un tir de Mathieu. « Voilà le coup de canon !» cria Mathieu, préparant un tir puissant.
Il frappa le ballon, mais le calcul échoua. Le ballon s'envola selon un angle élevé, frappa une branche et rebondit vers le bord de la piscine vide qui était en cours de nettoyage. Le ballon vacilla sur le bord, sur le point de tomber au fond en béton. « Le ballon !» cria Mathieu, courant pour l'atteindre. Mais Léo était plus proche. Tout se passa au ralenti pour Alexandre. Il vit le ballon sur le bord. Il vit Léo se propulser avec le fauteuil. Il vit le fauteuil se coincer dans une racine qui dépassait de la pelouse. « Merde !» cria Léo frustré. Le ballon commença à rouler vers l'abîme de la piscine. C'était le ballon de Mathieu, son seul ballon, le trésor d'un enfant pauvre. Non. Léo, mu par une adrénaline qui ne venait pas du cerveau mais de l'âme, fit quelque chose d'impensable. Il oublia qu'il ne pouvait pas. Il oublia les diagnostics, il oublia la douleur. Il se propulsa avec ses bras sur les accoudoirs du fauteuil et se lança en avant. « Léo !» cria Alexandre en lâchant son verre de limonade qui se brisa sur le sol. Il fit mine de sauter par-dessus la balustrade de la terrasse pour courir. « Attendez !» Claire l'attrapa par le bras avec une force de fer. Ses ongles s'enfoncèrent dans la peau d'Alexandre. « Regardez-le !» N'y allez pas. Alexandre regarda. Léo n'était pas tombé le visage contre le sol. Ses jambes de fil qui avaient tremblé dans le gymnase, avaient réagi par pur instinct. Ses pieds se plantèrent dans l'herbe, ses genoux se plièrent, tremblèrent violemment, menacèrent de s'effondrer, mais tinrent bon. Léo était debout, seul, sans barre, sans aide, debout sur la pelouse irrégulière. L'enfant fit un pas chancelant, comme un nouveau-né, puis un autre. Il se lança vers le bord de la piscine et attrapa le ballon juste avant qu'il ne tombe. L'effort fut brutal. En ayant le ballon dans les mains, l'équilibre se rompit et Léo tomba assis sur la pelouse. Mais il ne tomba pas comme un malade. Il tomba comme un enfant qui jouait. Le silence qui suivit fut absolu. Mathieu resta bouche bée. Alexandre sentait son cœur éclater. Léo était assis dans l'herbe, serrant le vieux ballon contre sa poitrine. Il regarda ses jambes. Puis il regarda vers la terrasse, où son père et Claire étaient figés. « Je l'ai attrapé !» cria Léo. Sa voix n'était pas de douleur, elle était de triomphe, d'un triomphe sauvage et pur. Alexandre ne put se contenir davantage. Il sauta la balustrade basse et courut dans le jardin. Il courut comme il n'avait jamais couru pour une affaire. Il arriva jusqu'à son fils et se jeta au sol sans se soucier des taches d'herbe sur son pantalon de lin. « Tu l'as attrapé, champion !» Alexandre serra Léo dans ses bras, lui embrassant la tête, le visage sale, les mains. Il pleurait ouvertement, un pleur d'homme racheté. « Tu as marché, Léo. Je t'ai vu. Tu as fait 2 pas. »« C'était 3, papa, » corrigea Léo en riant et en pleurant en même temps. « C'était 3. » Claire arriva quelques secondes après avec Mathieu et la grand-mère. Elle s'agenouilla à côté d'eux. Elle ne dit rien. Elle posa juste sa main sur les genoux de Léo et serra, confirmant le miracle. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Alexandre par-dessus la tête de l'enfant. Dans ce regard, il y eut un échange électrique. Ils n'étaient plus patrons et employés. Ils étaient 2 parents célébrant la vie. La barrière sociale s'était définitivement pulvérisée sous le poids de ces 3 pas. « Ce n'est que le début », murmura Claire, la voix brisée par l'émotion. « Maintenant oui, tenez-vous bien, monsieur Alexandre, car cet enfant va vouloir courir. » Alexandre regarda son fils, sale, en sueur et heureux, entouré de sa nouvelle famille improvisée. Il sentit une paix que l'argent ne lui avait jamais donnée. « Qu'il court !» dit Alexandre. « Qu'il vole ! Je serai là pour le rattraper s'il tombe. » La transformation, le dîner de la vérité. Ce soir-là, au crépuscule, le manoir était tranquille. La fête de célébration de la course était terminée. Une fête de pizza et de jeux vidéo qui laissa le salon dans un désordre joyeux. Alexandre sortit dans le jardin, le même jardin où tout avait commencé. Les glycines étaient toujours là, vibrantes, roses, témoins muets de la tragédie et de la résurrection. Mais l'air n'était plus lourd. Claire était assise sur un banc de pierre, lisant un livre. Elle avait commencé à prendre des cours du soir pour terminer ses études secondaires, quelque chose qu'Alexandre encourageait avec une fierté démesurée. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. Elle ferma le livre et lui sourit, un sourire qui atteignait ses yeux, libre d'ombre. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Alexandre regarda vers la maison. À travers la fenêtre éclairée de la cuisine, on voyait la grand-mère enseigner à Léo et à Mathieu à pétrir du pain. Léo était debout, appuyé sur la table, riant tandis que Mathieu lui remplissait le visage de farine. « Je pense que j'ai failli tout perdre », dit Alexandre. « Si tu n'avais pas crié ce jour-là, si tu n'avais pas eu le courage de m'affronter, je serais toujours un homme riche et misérable, marié à un mensonge, avec un fils sédaté dans une chambre noire.
Alexandre se glissa du banc et mit un genou dans la terre, ignorant que c'étaient ses bons pantalons. Claire porta ses mains à sa bouche, surprise. « Alexandre, lève-toi. Tu vas te salir. »« Je m'en fiche, » dit-il en lui prenant les mains. « Claire, je n'ai pas de bague en diamant en ce moment. Je pourrais en acheter une demain, la plus grande de la bijouterie. Mais je sens que ça ne va pas avec toi, que ça appartient au vieil Alexandre. » Il mit la main dans sa poche et sortit quelque chose. Ce n'était pas un bijou, c'était le gant en caoutchouc jaune, le même gant qu'il lui avait arraché avec mépris le jour du conflit, et qu'il avait récupéré de la poubelle cette même nuit comme rappel de son erreur. Il l'avait gardé tout ce temps. Claire regarda le gant vieux et froissé, puis regarda Alexandre. Elle comprit le symbole. Elle comprit qu'il lui offrait son repentir éternel et sa dévotion absolue. Ce gant représente le moment où j'ai failli détruire ma vie et le moment où tu l'as sauvé, dit Alexandre d'une voix tremblante. Je veux que tu m'épouses, Claire. Non pas pour que tu sois la maîtresse de maison, car tu l'es déjà, mais pour que tu sois ma compagne, mon égale, ma boussole. Je veux que mes enfants, car Mathieu est aussi mon fils maintenant, voient que l'amour véritable ne regarde ni les classes sociales, ni les passés, ni les comptes en banque. Claire prit une profonde inspiration. Elle savait que ce qu'il allait dire briserait toutes les règles de son cercle social. Elle savait que ses amis du club de golf se moqueraient, et elle s'en fichait. « Alexandre, » murmura-t-elle, « je suis une femme de village. Je ne sais pas utiliser les petites fourchettes. Je ne sais pas parler de politique. Tes amis vont se moquer de toi. »« Qu'ils se moquent, » dit Alexandre en s'approchant d'un pas de plus, envahissant son espace personnel avec délicatesse. « Qu'ils rient jusqu'à s'étouffer. Je serai l'homme le plus heureux du monde à dîner des tacos dans la cuisine avec toi, pendant qu'ils sont misérables à manger du caviar avec des gens qui ne les aiment pas. » Alexandre leva une main et lui caressa la joue, essuyant une larme qui s'échappait. « Restes-tu » demanda-t-il. « Non pas pour l'argent, non pas pour Léo, mais pour nous. » Claire ferma les yeux un instant, sentant la chaleur de sa main. Elle sentit le poids d'années de solitude et de lutte s'évanouir. Elle ouvrit les yeux et sourit. « Je reste » répondit-elle avec fermeté, « mais à une condition. » Alexandre sourit, se souvenant de la première fois où elle lui avait posé des conditions. « Laquelle ? » « Que tu apprennes à faire les galettes toi-même. Car si je dois être la maîtresse de maison, je ne compte pas cuisiner tous les jours. » Le rire d'Alexandre résonna dans la cuisine, rejoignant les rires des enfants et de la grand-mère. Marché conclu. Alexandre se pencha et embrassa Claire sur le front. Ce fut un baiser chaste, une promesse scellée, un début. Il n'y eut pas de musique de violon, seulement le son de la pluie dehors et la chaleur d'une vraie famille à l'intérieur. Léo regarda Mathieu et lui donna un coup de coude. « Je t'ai dit que mon père était bizarre », murmura Léo en souriant. « Les adultes sont bizarres », conclut Mathieu en prenant un autre taco, « mais ils cuisinent bien. » La scène se figea là, un tableau imparfait, désordonné et merveilleusement humain. Le magnat aux pieds nus, la nettoyeuse reine, l'enfant qui marchait et l'enfant qui rêvait, tous sous le même toit, protégés non par des murs de sécurité, mais par la loyauté. La rédemption d'Alexandre était complète, non pas parce qu'il avait retrouvé sa fortune, mais parce qu'il avait appris que la seule richesse qu'on ne peut pas voler est celle qui s'assied à votre table un mardi soir. Le jugement, le temps est la véritable richesse. Scène 1, le dernier adieu au passé, tribunaux. 3 mois après la nuit de la tempête, l'air dans la salle d'audience était vicié, chargé de cette électricité statique que seule la justice produit lorsqu'elle est sur le point de tomber comme un maillet. Il n'y avait pas de marbre à admirer ici, ni de luxe, seulement des murs gris et des visages sérieux. Alexandre était assis au premier rang. À côté de lui, Claire, non pas comme son employé, mais comme sa partenaire. Bien qu'ils n'aient pas encore mis d'étiquette formelle sur ce qu'ils avaient, elle portait un tailleur simple, de couleur crème, et ses mains qui avaient récuré des sols, entremêlaient maintenant ses doigts avec les mains de l'homme d'affaires le plus puissant de la ville. Elle était nerveuse, ses paumes transpiraient, mais Alexandre lui serrait la main chaque fois qu'elle tremblait, lui transmettant une force silencieuse. Sur le banc des accusés, Isabelle apparaissait comme l'ombre de ce qu'elle fut. Sans ses stylistes, sans ses bijoux et sans son arrogance, elle était une femme petite et amère. La combinaison orange du système pénitentiaire lui allait grand. Une ironie visuelle de la façon dont sa propre cupidité l'avait dépassée. Le juge, un homme âgé avec un regard de faucon, frappa le maillet. Le bruit sec résonna comme un coup de feu, mettant fin au murmure. « Isabelle Dubois », dit le juge d'une voix monocorde, « vous êtes reconnue coupable des chefs d'accusation de maltraitance d'enfants aggravés,
d'administration de substances contrôlées à un mineur et de fraude domestique. Isabelle leva la tête. Elle chercha le regard d'Alexandre. Elle ne cherchait pas le pardon, elle cherchait la validation. Elle voulait voir de la douleur en lui. Elle voulait voir qu'il s'ennuyait d'elle, que sa vie s'était effondrée sans elle. Mais ce qu'elle trouva la détruisit plus que la sentence. Alexandre la regardait avec un calme absolu. Il n'y avait pas de haine, pas de rage. Il y avait quelque chose de pire, l'indifférence. Il la regardait comme on regarde un étranger que l'on a croisé dans la circulation il y a des années. Elle n'avait plus de pouvoir sur lui. Vous êtes condamné à 15 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle avant les 10 premières années, dicta le juge. Isabelle cria. Ce fut un son aigu, laid. Elle se leva d'un bond, essayant de se jeter vers la barre qui la séparait du public. Les gardiens la retinrent immédiatement. « Alexandre » cria-t-elle, le visage décomposé. « Tu ne peux pas me faire ça. J'ai tout fait pour toi pour que tu aies une maison tranquille. Dis-leur d'arrêter. Je suis ta femme. » Alexandre ne bougea pas. Claire se recroquevilla instinctivement un peu, effrayée par la violence des cris. Alexandre lâcha la main de Claire, un instant juste, pour lui passer le bras autour des épaules et l'attirer vers lui, la protégeant. « Tu n'es plus rien, Isabelle » murmura Alexandre pour lui-même, si bas que seule Claire put l'entendre. « Tu n'es qu'un souvenir de quand j'étais aveugle. » Ils emmenèrent Isabelle en la traînant, donnant des coups de pied et maudissant, promettant des vengeances qu'elle ne pourrait jamais accomplir. Quand les doubles portes se refermèrent derrière elle, le silence qui resta dans la salle fut d'une paix purificatrice. Alexandre se tourna vers Claire, lui prit le visage entre ses mains. « C'est fini » dit-il. « Le monstre n'existe plus. Maintenant, la vie commence. » Claire acquiesça, les yeux humides. « Rentrons à la maison, Alexandre. Les enfants sortent de l'école dans 1 heure et j'ai promis que nous ferions un gâteau de maïs. » Ils sortirent du tribunal marchant lentement sous la lumière du soleil de midi, laissant derrière eux l'obscurité légale pour retourner à la lumière domestique. Scène 2. La course de la vie. 1 an plus tard, le terrain de sport de l'école privée était rempli de parents criant, de caméras de téléphone enregistrant et d'enfants courant avec des maillots de couleurs vives. C'était le jour des Olympiades scolaires. 1 an auparavant, Alexandre aurait envoyé son assistante enregistrer l'événement pour le regarder plus tard ou jamais. Aujourd'hui, il était dans les gradins au premier rang, avec un t-shirt sur lequel était écrit « Équipe Léo », peinte à la main avec de la peinture gonflable tordue. À côté de lui, la grand-mère de Claire distribuait des crêpes clandestines à d'autres mères de la haute société qui les acceptaient enchantées, ayant oublié leur régime strict face au goût fait maison. Claire était debout, criant des instructions tactiques comme si elle était une entraîneuse professionnelle. « Mathieu, ne t'avance pas trop, attends-le » criait-elle. Sur la piste d'athlétisme, la course de 100 mètres était sur le point de commencer. Mathieu était dans le couloir 3, agile, rapide, une gazelle naturelle. Dans le couloir 4 se trouvait Léo. Léo ne portait pas de fauteuil roulant. Il portait des orthèses légères sur ses mollets, en fibre de carbone, presque invisibles sous son pantalon de sport. Il avait pris du poids, du muscle et de la couleur. Il n'était plus l'enfant transparent d'il y a 1 an. Il avait des cicatrices dans l'âme, oui, mais il avait aussi du feu dans les yeux. « Abos Marques » cria l'arbitre. Alexandre retint son souffle. Il sentit la main de Claire chercher la sienne et la serrer jusqu'à couper la circulation. « Prêt, partez !» Le coup de pistolet retentit. Les enfants s'élancèrent. Mathieu partit en premier, rapide comme le vent, mais à 10 mètres. Il fit quelque chose qu'aucun athlète olympique ne ferait. Il freina, regarda derrière lui. Léo avait eu un départ lent. Ses jambes ne répondaient toujours pas à la vitesse de l'éclair, mais elles répondaient. Il courait avec un trot irrégulier, boitant légèrement, balançant fortement ses bras pour compenser l'équilibre. Il était dernier, loin derrière le groupe principal. Le public garda le silence. C'était un moment inconfortable, pour beaucoup de voir l'enfant handicapé essayer de concourir. Mais alors Léo trébucha. Ce fut à 30 mètres. Son pied gauche s'accrocha. Il tomba à genoux sur la piste d'argile rouge. Le coup s'entendit jusqu'au gradin. « Léo !» cria Alexandre, se levant d'un bond, prêt à envahir la piste à nouveau. Claire l'arrêta, cette fois non par la force, mais par une voix douce. « Attendez, regardez-le. » Sur la piste, Léo ne pleura pas. Il serra les dents. Il avait les genoux écorchés, saignant un peu. Il aurait pu rester là. Il aurait pu attendre que les ambulanciers viennent avec la civière, retrouvant son rôle de victime. Mais Léo leva les yeux et vit Mathieu. Mathieu n'avait pas continué à courir. Mathieu était revenu et se tenait à 2 mètres de lui,
lui tendant la main. « Lève-toi, frère !» cria Mathieu. Nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée. Léo frappa le sol avec rage, s'essuya la sueur du front, et, rejetant la main de Mathieu, se propulsa tout seul. Il se leva, chancelant, sale, blessé, mais debout. « Je peux le faire !» cria Léo, et il recommença à courir. Il ne gagna pas la course. Il arriva dernier, presque une minute après le vainqueur. Mais quand Léo franchit la ligne d'arrivée avec Mathieu courant à ses côtés sans le dépasser, le stade explosa. Ce n'étaient pas des applaudissements de pitié, c'était une ovation assourdissante, sincère, viscérale. Les parents riches, les enseignants, les autres enfants, tous étaient debout. Alexandre pleurait sans honte, des larmes mouillant son t-shirt équipe Léo. Il regarda son fils qui levait les bras au ciel, comme s'il avait gagné l'or mondial. À cet instant, Alexandre comprit que le succès n'était pas d'arriver premier. Le succès était d'avoir la force de se relever quand tout le monde s'attend à ce que vous restiez au sol. Claire l'étreignit par la taille, cachant sa propre émotion dans sa poitrine. « Nous l'avons fait, Alexandre !» sanglota-t-elle. « Nous l'avons fait. »« Non !» corrigea-t-il en embrassant ses cheveux. « Il l'a fait. Nous lui avons juste donné les chaussures. » Scène 3. Le jardin des Glycines. La clôture. Cet après-midi-là, au crépuscule, le manoir était calme. La fête de célébration de la course était terminée. Une fête de pizza et de jeux vidéo qui laissa le salon dans un joyeux désordre. Alexandre sortit dans le jardin. Le même jardin où tout avait commencé. Les Glycines étaient toujours là, vibrantes, roses, témoins muets de la tragédie et de la résurrection, mais l'air n'était plus lourd. Claire était assise sur un banc de pierre, lisant un livre. Elle avait commencé à prendre des cours du soir pour terminer ses études secondaires, quelque chose qu'Alexandre encourageait avec une fierté démesurée. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. Elle ferma le livre et lui sourit, un sourire qui atteignait les yeux, libre d'ombre. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Alexandre regarda vers la maison. À travers la fenêtre éclairée de la cuisine, on voyait la grand-mère enseigner à Léo et à Mathieu à pétrir du pain. Léo était debout, appuyé sur la table, riant tandis que Mathieu lui remplissait le visage de farine. « Je pense que j'ai failli tout perdre, » dit Alexandre. « Si tu n'avais pas crié ce jour-là, si tu n'avais pas eu le courage de m'affronter, je serais toujours un homme riche et misérable, marié à un mensonge, avec un fils sédaté dans une chambre sombre. » Alexandre se glissa du banc et mit un genou dans la terre, ignorant que c'étaient ses bons pantalons. Claire porta ses mains à sa bouche, surprise. « Alexandre, lève-toi, tu vas te salir. »« Je m'en fiche, » dit-il en lui prenant les mains. « Claire, je n'ai pas de bague en diamant en ce moment. Je pourrais en acheter une demain, la plus grande de la bijouterie. Mais je sens que ça ne va pas avec toi, que ça appartient au vieil Alexandre. » Il mit la main dans sa poche et sortit quelque chose. Ce n'était pas un bijou, c'était le gant en caoutchouc jaune, le même gant qu'il lui avait arraché avec mépris le jour du conflit et qu'il avait récupéré de la poubelle cette même nuit comme rappel de son erreur. Il l'avait gardé tout ce temps. Claire regarda le gant vieux et froissé, puis regarda Alexandre. Elle comprit le symbole. Elle comprit qu'il lui offrait son repentir éternel et sa dévotion absolue. « Ce gant représente le moment où j'ai failli détruire ma vie et le moment où tu l'as sauvé, » dit Alexandre, la voix tremblante. « Je veux que tu te maries avec moi, Claire, non pas pour que tu sois la maîtresse de maison, car tu l'es déjà, mais pour que tu sois ma compagne, mon égale, ma boussole. Je veux que mes enfants, car Mathieu est aussi mon fils maintenant, voient que l'amour véritable ne regarde ni les classes sociales, ni les passés, ni les comptes en banque. » Claire prit le gant. Ses doigts parcoururent le caoutchouc froid. Elle pleurait, mais elle souriait avec une lumière qui éclipsait le soleil couchant. « J'accepte, » dit-elle d'une voix ferme. « J'accepte l'homme qui sait demander pardon à genoux. J'accepte le père qui a appris à aimer, et j'accepte le fou qui garde des ordures comme un trésor. » Alexandre se leva et l'embrassa. Ce fut un baiser profond, lent, scellant un pacte entre deux mondes qui se sont heurtés pour en créer un nouveau, plus fort, plus réel. De la fenêtre de la cuisine, 3 visages regardaient, la grand-mère, Léo et Mathieu. « Ils s'embrassent !» s'exclama Mathieu avec une grimace de dégoût enfantin. « Il était temps !» dit Léo en souriant, s'essuyant la farine des mains. « Maintenant, nous sommes une vraie famille. »« Nous l'avons toujours été, mon petit !» dit la grand-mère, leur donnant une petite tape affectueuse à chacun. « Il faut juste plus de temps aux adultes pour se rendre compte de ce qu'ils ont devant eux. » Épilogue final. La caméra s'éloigne lentement du couple s'embrassant dans le jardin. Elle monte le long des murs couverts de fleurs, passe au-dessus du toit du manoir et s'élève vers le ciel étoilé. La maison,
qui au début de l'histoire était un monument froid à la vanité, brille maintenant d'une lumière chaude par toutes ses fenêtres. On entend des rires, de la musique de vieilles radios et l'aboiement d'un nouveau chien qu'ils viennent d'adopter. Sur l'écran noir, avant le générique, apparaît une phrase simple. Le sang fait la parenté, mais la loyauté fait la famille. Fin.